Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 0 à 1. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui est un petit peu spécial, c'est un épisode guest. On reçoit un ami qui m'est très cher, un ami qui connaît très bien le monde des startups, mais aussi le monde de l'astrologie et malgré lui de l'architecture. J'ai nommé Monsieur Al, le génie des startups de dating. Comment ça va mon petit Al? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. David? Salut. Enfin, on s'est croisés ce matin, improbablement. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Est-ce qu'on avait vraiment 2 petites secondes? En 2 Incroyable phrases. ce qui s'est passé. En 2 phrases, je me réveille, genre, très motivé pour aller faire une séance de sport et je déambule au street workout du Luxembourg et en fait, je vois un mec en train de faire des pompes sur des rings et c'était très impressionnant. Ah oui, il avait Genre, utilisé il ses était rings littéralement pour sur les pousser rings. comme Ouais, ça, au c'est lieu ça. d'utiliser les mains. C'est ça et en fait, littéralement, j'ai vu ça, genre, très spontanément, je lui fais un énorme sourire, je lui fais: «Mais man, amazing, bravo!» Il y a personne qui peut faire ça. C'est assez rare d'avoir la c'était skill de... c'est un putain de skill, c'était cool. Et donc, en fait, je continue mon chemin. Et 10 minutes après, je lève les yeux. En fait, c'est le gars à qui j'ai dit salut, ben, c'était David que j'avais pas reconnu. Et je t'en ai rendu compte après. Oh, j'ai pas du tout reconnu. Il avait un bandana, il avait les lunettes de soleil. C'était impossible de le reconnaître. Et en plus, plus casque. En fait, moi, tu vois, je fais les pompes, Ouais. j'ai le casque, j'ai de la musique et tout. Ouais. Et je vois un mec qui passe, et vu que j'ai de la musique, j'entends. Je fais OK, Ah salut. ouais, Mais c'est après que tu t'es rendu compte que... En fait, et après, je me suis entraîné 10-15 minutes et ça m'a pris un petit peu de temps pour me rendre compte que. Ok. Attends, mais ce mec, je le connais, je l'ai vu avant. Et effectivement. Donc, du coup, c'était un counter incroyable. Alors c'était que vraiment cool. David, t'es jamais à Paris. Ouais. Toi, Al, tu l'avais jamais vu. Et Enfin, Bah, si, on s'est vu on une s'était fois. vu ensemble. Enfin, on s'était vu une fois il y a vraiment longtemps. oui, très très Et rapidement. ouais, très, très rapidement et aussi en fait, ce qui était vraiment cool aujourd'hui surtout, c'est que et c'est vraiment un truc qui est énormément dans l'esprit des startups. Enfin, en tout cas, c'est le côté vraiment cool de qu'on retrouve dans notre écosystème. C'est une fois que David est revenu me parler, ben, on a discuté 5 minutes, on a réalisé qu'il avait beaucoup plus d'expérience que moi sur des sujets calisthenics. Ah oui. Il a un peu pris le moment de me coacher, genre de me montrer des mouvements, de me montrer des trucs. Ah, vous C'était avez pu vraiment échanger cool. des petits Mais de tips, ouf. etc. Mais trop Ah, bien. mais Il énorme. m'a fait gagner, genre il m'a donné des pistes de ouf. Mais vraiment, en plus, Ah, il donc m'a c'était valeur pour toi, du coup. man, j'ai des courbatures que genre, j'ai une semaine de David en Des courbatures. courbatures que tu ne Oui. connaissais même pas. C'est Tu ça. connaissais pas. En fait, avant qu'on se parle, il arrivait même pas à faire une bonne traction. Non, Et non, là, je le vois. attends, Et là, je le vois. n'exagérons rien, parce que là, il y a toute la planète qui nous regarde. Et là, je le vois. Il fait. Je te rattrape. Il fait 2 muscle-up. Ouais, Ah, donc ça, ça- ah oui, c'est D'un coup. où tu te mets debout et tu... C'est ça. Putain, donc Ça va, voilà, ça va. je pense que vous l'avez compris derrière votre écran, on est avec 2 fous furieux Ah, qui sont complètement starbés de sport. ça va. Et là, on vient de les mettre ensemble. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être énorme. Ouais, trop de testostérone d'un coup. Ouais, il y a de la testo dans la pièce, là. Bah, écoute, moi, Al, je suis hyper content qu'on fasse enfin ce podcast parce que ça faisait longtemps que je voulais te recevoir dans 0 à 1 parce que tu as un parcours qui est un petit peu atypique. On va le voir un petit peu, mais nous, je vais recadrer un tout petit peu le contexte. Et après, je vais te poser une petite question parcours vite fait. En fait, moi, j'ai rencontré Al dans le cadre de Station F. Donc, Station F, on avait un programme qui s'appelait le Founders Program. Et Al, je l'ai rencontré parce qu'on était dans le même programme pour les boîtes consumer, mobile consumer. Et il est venu vers moi, on a beaucoup échangé, on s'est donné, de la même manière que tu as fait avec David, tu m'as donné des tips startup, je t'ai donné des tips tech, startup, design, etc. Et en fait, on a hyper bien connecté. Et moi, je voulais vraiment que tout le monde puisse te découvrir, du coup. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je dirais que ma première question, c'est mais qu'est-ce que tu fous dans le monde des startups, Al? What the fuck? C'est une excellente question. Et peut-être nuance-le en disant un peu genre d'où tu viens, parce que tu viens pas du tout de cet univers-là, toi, à la Alors, base. pour le contexte, c'est pas du tout un sujet, enfin, c'est pas du tout un univers qui m'attirait. Et le concept même de devenir un entrepreneur, ça m'avait jamais traversé l'esprit. C'est pas tant que ça m'intéressait pas, c'est juste que c'est dans une autre galaxie. Pour toi, c'était complètement un autre monde, un autre univers. Pas du tout dans le cadre des choses que tu te disais, je vais y aller, quoi. J'ai toujours eu un intérêt pour la tech, mais j'ai eu un intérêt pour la tech comme tu peux avoir un intérêt pour les arts, pour le cinéma, pour la culture. Le jiu-jitsu. Enfin, ou par exemple, calisthenics. c'est des calisthenics. Mais en fait, c'est des sujets qui sont, c'est des sujets. En fait, c'est l'ère du temps.
Et donc, ça fait sens de s'en nourrir, ne serait-ce qu'au niveau culture générale. Donc, j'ai toujours cherché à comprendre ce qui se passait et à creuser un peu. Et tout ça, c'est des vases communicants. Mais à la base, donc, déjà, je suis marocain. J'ai grandi au Maroc, à Casablanca. D'accord. Et, et j'ai une culture un peu particulière parce que j'ai fait une école américaine depuis la maternelle. Donc, École américaine à Casa? une école américaine à Casa. D'accord. Et donc déjà, en fait, tu tombes dans la marmite quand t'es très très petit. C'est-à-dire que tu connaissais déjà un peu les préceptes américains, la Bah, manière de c'est fonctionner un peu c'est carré. c'est vraiment choquant à quel point je le réalise aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi d'après coup, mais en fait, tu t'imbibes de ce truc et c'est toute ta scolarité. Donc j'ai réalisé il y a quelque temps que je rêvais en anglais. Enfin, j'imagine que je rêve en plusieurs langues, mais ça n'empêche que Tu as le reconnecté les points, en fait, et tu dis: «Ah, c'est sûrement parce que bah, j'étais dans en cette en fait, école». c'est quand je suis arrivé à Paris, donc un passé assez récent, justement parce qu'on a été incubé à Station F. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai réalisé donc j'ai grandi dans une maison francophone. On peut dire que c'est presque autant ma langue maternelle que l'anglais, Mmh. mais cependant, il y a quand même une nette différence où l'anglais, je réfléchis pas, il y a pas une milliseconde de traduction qui se fait. Ouais, c'est instantané, C'est c'est instantané. immédiat, Alors quoi. que ouais, voilà, et en fait, quand toutes tes conversations, tous tes devoirs, tous tes exposés, tout ce que tu fais est en anglais, toutes tes lectures, il y a un espèce de, tu te formates un peu et Ça devient la langue de ton cerveau d'une certaine manière. potentiellement en quelque sorte. Et d'autant plus qu'à l'époque, c'était les années 90, les États-Unis étaient, c'était à l'époque un concept C'était encore un petit peu le American Dream. il y avait peut-être un Il peu était encore intact. bah, en tout cas, il avait pas pris aussi cher que ces dernières années. Et donc du coup, j'ai fait cette école-là et par la suite, en fait, évidemment, le parcours allait rester dans une culture anglo-saxonne. J'ai fait Ça, c'est jusqu'à quel âge à peu près que tu étais dans cette école? 18 ans. Ah, jusqu'à tes 18 ans, Ouais, jusqu'à tu la fais tout le majorité. parcours. Ouais, Au Maroc, majorité 18 ans aussi. Oui, oui, D'accord. oui. Et je me suis retrouvé, j'étais pris dans une école d'art et de design, qui est connue enfin c'est censé être l'école de mode la plus connue du monde. Ça s'appelle Central Saint Martins et c'est à Londres. Et le Ah! et donc en fait, la première année de cette école, c'était un tronc commun et quand tu arrives là-bas, on te force dans la première année à toucher à plusieurs, Discipline, disciplines. Et moi, j'avais pas du tout, mais genre quand je vous dis 0, j'étais mais 0% académique. C'est-à-dire que l'école, le pire calvaire, je crois que j'ai passé autant de temps dans le bureau du directeur. Genre, je me suis fait virer une année. C'est genre, ouais, je moi, crois je crois je crois qu'on sera 2 sur ce OK. sujet. Non, mais c'est pour ça qu'on s'est rejoints. Ouais, il y a peut-être moyen les cancres. Mais en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est que le fait d'être dans une structure où il y avait une verticalité enfin, une hiérarchie très verticale, c'était dur pour moi. Impossible de suivre des cours, un ennui, mais innommable, qui m'a réellement traumatisé. Ce C'est-à-dire, qui t'embêtait dans le fait de suivre des cours, c'est, tu as un professeur au tableau qui te demande de réécrire des choses, sur un cahier ou sur ton ordinateur et toi tu te dis: «Bah, ça, je pourrais très bien le faire à la maison. Envoie-moi la vidéo de ton cours, en fait». Et à l'époque, il y avait pas la vidéo, mais c'était oui, beaucoup plus, en fait, je pense que mon j'ai du mal à suivre le rythme des autres. Est-ce que c'est tu de un la tempo J'ai un personnel. tempo personnel qui est malheureusement, heureusement très, 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 très fort. Ce qui fait que, bon, j'avance un peu dans l'histoire, mais c'est une évidence finalement que j'allais jamais pouvoir faire du salariat. Mais en fait, ça s'annonçait déjà à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est vraiment, j'ai toutes les règles que tu pouvais enfreindre. J'ai un PhD PhD en piraterie. mais donc C'est du coup, piraterie HD. ouais, c'est vraiment ça. Et Piraterie high, je sais pas. c'est ça. Et en fait, à l'époque, je pense que le problème venait du fait que j'avais des facilités. Et donc, le rythme était trop lent, je m'ennuyais, mais c'était un truc qui a vraiment eu un impact énorme sur ce qui s'est passé après coup, parce que l'ennui de continuellement aller au même bâtiment tous les jours, voir les mêmes personnes, c'était un petit lycée, donc c'était réellement les gens avec qui j'étais quand j'avais 3 ans, on était 40 et c'est ceux avec qui j'ai terminé. Donc, C'est ça build up un peu une espèce d'énergie, un espèce de quelque chose qui te manquait, en fait, il y une avait, manière de vivre hyper rapide que tu aurais aimé avoir et hyper, je pense, évidente que tu pas eu pendant 15 ans, quoi. c'est ça. Je pense Donc tu qu'il y étais avait un petit peu frustré, c'était le mot que je cherchais. C'est Frustration. je dirais mal nourri.
J'étais assoiffé de connaissances, mais surtout d'aventure. C'est surtout que j'avais passé ma petite enfance dans des bouquins. Donc, tu sais, tu lis une histoire, ça te transporte, tu en lis 1000, tu prends goût de ce truc mais il y a tellement de choses à vivre, il y a tellement de gens à rencontrer, il y a tellement d'aventures à avoir sur cette planète. Mais moi, je fais toujours le même trajet, littéralement tous les jours. Quand je vais à l'école, on m'oblige à faire les mêmes trucs. J'ai envie de me tirer une balle, c'est un poil trop facile. Et c'est les mêmes gens, même si je les apprécie énormément. C'est recipe for disaster. C'était horrible, j'étais vraiment mal adapté. Et encore, le système américain, en tout cas celui que j'ai connu, mais c'était tellement cute et bienveillant par rapport à ce qu'on me dit du système français. Tu vois, genre, moi, c'est jamais on m'a tapé sur les doigts. Au contraire, c'était genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Genre, Et est-ce que dans cette école américaine, tu te faisais un petit peu, tu sais, les show and tell au tableau, comme on dit, où tu dois aller présenter des choses Ouais, devant bien tout le monde. sûr. En fait, nous, en France, c'est l'équivalent de l'exposé, où voilà, une fois ou deux par an, les élèves vont faire un exposé. Aux États-Unis, c'est plutôt une fois par semaine, quoi. Alors oui, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un peu une spécialité. Et je me souviens, j'avais rencontré un entrepreneur qui avait monté sa boîte, qui était allé aux États-Unis, qui était revenu en disant, mais guys, les Américains, c'est autre chose. Parce qu'ils pitchent depuis qu'ils sont gosses, tu Oui, vois. c'est C'est ça. genre, bah oui. Et en fait, moi, le show and tell, enfin, le concept du show and tell, en réalité, c'est de ramener quelque chose de chez soi et de montrer quelque chose. Mais en fait, le fait de présenter devant toute la classe, c'était l'une des manières dont je me divertissais, c'est que tu prépares pas le cours, tu arrives, et là, tu vas juste sortir un truc de You're nulle part. gonna wing it. You're gonna wing it. Et en fait, et là, tu as un peu d'adrénaline. Et en fait, c'est ce petit peu d'adrénaline que je trouvais aussi dans d'autres trucs. Tu vois, je commençais mes devoirs à la dernière seconde. J'essayais de rater des trucs. Enfin bref, il y a un goût du risque qui s'est créé, mais aussi une croyance extrêmement, mais vraiment, je peux pas assez insister sur ça, mais tellement à côté de la plaque que c'est entièrement possible et faisable et peut-être même préférable de toujours être en train de sortir des lapins d'un chapeau et de wing it until you make it. Wing it until Et you en fait, make it. ouais, c'est ça. Et en fait, au lycée, ça passe. Et j'arrive à cette école d'art et de design. À Londres, du coup. À Londres. Et là, déjà, elle est extraordinairement sélective. Déjà, aucune idée pourquoi ils m'ont accepté. Mais bon, ils m'ont accepté. Tu as fait peut-être une vidéo de présentation ou une lettre de motivation où tu as mis I'm better than you. En fait, non, je t'explique. La vraie anecdote, c'est que il y avait comment on appelle ça? Il y avait un application deadline. OK. Une semaine avant que je apply, j'ignorais l'existence de cette école. Donc la school counselor me prend dans son bureau, elle me dit, mec, qu'est-ce que tu fais, genre? Il faut que tu apply, il faut que tu ailles à l'université, genre c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, écoute, franchement, je sais pas. Elle me dit, ben écoute, il y a une école à Londres, c'est la meilleure, blablabla. On va checker, elle regarde, elle me dit, le application deadline, c'est la semaine prochaine. Et je sais que dans ton cours d'art, ton art class, tu as des trucs sympas. Et vraiment, je suis sorti de là, je suis allé direct au art studio, j'ai sorti tous mes tableaux, mes conneries, mes dessins, et j'ai un peu composé un espèce de portfolio. Donc ça, c'était ta première année. Ah non, c'était avant ma dernière année universitaire. Ma dernière année de lycée, c'était 6 mois avant d'aller à l'école. Enfin, donc tu avais deux ou 3 semaines pour... J'avais 5 jours. Pour faire une application qui tenait la route, quoi. Oui, c'est une thématique qu'on va retrouver. Et en fait, je postule avec ce truc, mais à l'époque, c'était les premières années de Photoshop. J'ai pris mes tableaux, je les ai mis sur Photoshop, je les ai un peu retravaillés, j'ai balancé le truc. Des effets. Ouais, mais c'est vraiment ça. En fait. Mes tableaux n'avaient rien à voir avec ce que j'avais fait à la base. Toi, David, tu avais eu comme ça pour rentrer à Epitech peut-être un petit peu des espèces de challenges à faire pour pouvoir rentrer ou... Ouais, nous, c'était un challenge de coding, c'était vraiment très simple. C'était un challenge de maths, c'était probablement niveau lycée, je sais pas. En fait, moi, j'ai fait cursus ES. Ouais. Et en fait, même les maths qu'ils nous ont montré pour le concours, c'était très simple. Ah oui, d'accord. C'était des maths, en fait, de première. Je sais pas si c'était première, c'était probablement maths. En fait, c'est une école payante. Je pense que c'est genre une concours, une façade en mode. Et celle-là, c'était pas plus une histoire de money to get in, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ce qui est vérifié, il faut être un minimum pas trop con pour join. Ouais. Et pas trop pauvre parce que ça coûte 8 000 € par an. Ouais. Et puis tu dois le refaire 5 fois de suite? Non, 3 fois de suite. En fait, il y a la prépa, j'ai fait l'UT informatique. Alors moi j'ai un parcours différent de Hal. J'étais bon élève. Ça existe. C'était le mec à qui tu lançais des boules de papier devant la classe. En fait, j'étais le mec avec qui j'étais pote qui me laissait copier les devoirs. Parce que j'étais matrixé par mes parents et ma famille en me faisant croire que c'était le seul chemin pour réussir. Avocat ou...
Bah, en tant que juge, t'es soit avocat, soit ingénieur. En fait, t'es soit avocat ou soit médecin. Quand j'ai annoncé à ma famille que je veux être ingénieur, je fais ah, mon Dieu. Pas ça aussi. Bref. Une fois qu'ils se sont réveillés, tu leur as expliqué. Bon, au HM, j'ai fait trader, ça va. Moi, bref. Ouais, bon, après. Bon, en fait, sur le moment, quand j'ai fait l'école, on n'avait pas trop YouTube, on n'avait pas trop School, Teachable ou des On mythes n'avait comme pas ça. du tout à l'époque toutes les Ouais. ressources qu'il y a aujourd'hui, Donc, quoi. Il y avait la Ah. bibliothèque. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, il y avait un peu Internet et la bibliothèque. Donc, à l'époque, ça faisait sens d'aller à l'école pour apprendre. Pour apprendre à faire du code, les trucs de l'ingénieur, etc. Maintenant, je suis complètement contre. À ce point-là, c'est-à-dire que vraiment, tu penses que l'école en soi, c'est un concept qui... Alors, les études d'avocat, je suis pour. Pour être médecin, bien sûr, je suis pour. Parce qu'il faut Peut-être l'aviation, éventuellement aussi. Voilà, tous les trucs spécialisés. Où il y a vraiment besoin de. Mais vraiment, l'école primaire, le collège, le lycée, je pense que 90% de ce que l'on apprend, c'est plus être dans le social et savoir. Enfin, c'est juste pour l'enfant pour se sociabiliser, mais de les matières que ce qu'on en apprend, c'est pas utile. Et puis les facs françaises, plus rapide à la maison aussi, plus rapidement à la maison. bah, il y a surtout moins de conneries. Et aussi la Sorbonne, les facs comme ça, il y a des tonnes de cursus qui servent à rien. Genre, excuse-moi, mais tout ce qui est histoire de l'art ou histoire, je sais. Écoute, la vérité, c'est chacun trouve midi à sa porte. Exactement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que on est arrivé, on est quasiment tous des kids of the 90s, si je dis pas de bêtises. Et en fait, nous, on a été propulsés dans cette ère de l'internet où au début, on est les premiers, on était vraiment le premier cohorte. On était c'est ça, le cohort test. Ouais, c'est ça. On était les Generation Alpha. Enfin, il y a une nouvelle Generation Alpha, mais on était les Alpha Testers. Je me souviens la première fois que à la bibliothèque de l'école, il y avait Internet. Et donc, tu te retrouves à l'équivalent du CDI. C'était incroyable de pouvoir chercher des trucs. Wikipédia, la première fois que tu vois ça, je me rappelle du modem Wanadu 56K. Oui. Mais toi, du coup, cette période-là, c'était au Maroc. Ouais. Parce que ta transition vers Londres, c'était quoi, 2005 2006. Ah, 2006. Ouais. Voilà, c'est ça. Class of 2006. Et en fait, ce qui était fascinant en arrivant à Londres, c'est que je sors entre guillemets de ma prison. C'est-à-dire que Londres, peut-être un peu moins maintenant, malheureusement avec le Brexit, mais à l'époque, alors, je suis persuadé que c'est encore le cas, mais c'était réellement une ville Londres. Mais en plus de ça, à la différence de Paris, Paris est une ville française avec des internationaux dedans. Londres est une ville internationale avec des Anglais dedans. C'est-à-dire que tu as autant d'internationaux qui viennent de vraiment partout dans le monde. Tu as l'impression que d'anglais, c'était incroyablement riche, d'autant plus dans une école d'art. Et d'autant plus dans une école d'art aussi où les gens étaient juste très, très bons. Et puis dans cette école d'art, j'imagine que c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir un échantillon le plus représentatif de toutes les nationalités qu'il y a à Londres. Quoi. Ça reste, oui, potentiellement oui, ça reste ensuite une bulle parce qu'il faut avoir les moyens. Donc ça reste des gens qui étaient probablement de milieux aisés, en tout cas pour les internationaux, ou qui avaient réussi à avoir des bourses. Mais ce qui était fascinant, c'est que d'un point de vue anthropologique, c'était vraiment cool parce que tu découvres... Plein de cultures mix-up, quoi. C'était very cool. Et en fait, ce que tu découvres aussi, c'est que tu peux pas wing it dans certains contextes, Je me souviens, la première année, j'ai eu un culture shock parce que le concept même de travailler, c'était alien pour moi. J'avais jamais travaillé de ma vie. Enfin, j'avais travaillé par briques de 1 heure, Genre là, il y a besoin de faire un truc, j'y vais. Ouais, c'est ça. Genre, pendant 1 heure, je vais faire Mozart ou Picasso. Et le reste du temps, fuck it, c'est bon, j'ai plus besoin. Laissez-moi tranquille. Et c'était fascinant parce que j'ai aussi réalisé l'architecture. Ah, alors attends, donc, je précise. Première année de tronc commun. Moi, donc tu as réussi à rentrer, tu as fait ton application. Probablement, je suis pris, etc. Tu as fait 2 effets sur Photoshop, sur tes tableaux. Tu es rentré par magie. Par magie, on va dire. Par miracle. Vraiment. Alors, guys, en fait, il ne reste pas longtemps. En fait, pour l'histoire finie là, après, si on peut faire un petit switch sur Cosmic. Ouais, non, mais de ouf, mais il y a une autoroute. Mais on a le temps encore. Ah non, c'était pour être sûr. C'était pour être sûr que pas qu'on reste genre 50 minutes sur Londres, etc. Okay. Mais en fait, ce qui était intéressant à Londres, ce que j'ai découvert, c'est que, donc, première année de tronc commun. Et ma vocation, je voulais faire du cinéma, je voulais être acteur, je voulais être écrivain, je voulais être réalisateur, je voulais faire des choses qui me faisaient kiffer. Et il y avait une pression familiale de faire un métier qui se tienne. Et le seul course qu'ils avaient dans cette école, c'est l'architecture.
Et j'avais vraiment zéro vocation à être architecte, mais j'ai fait ce cours d'architecture. Et ça, c'était vraiment. Et ça, c'est deuxième année ou première année, du coup? Première année tronc commun, deuxième année, tu repostules en fait. Et j'étais pris dans le programme d'architecture. D'accord. Encore une fois, de manière improbable. Enfin bref, mais ça, Ouais. je vais vous éviter l'histoire. Non, mais on peut quand même un Ouais. tout petit peu, On peut deviner. Oui, oui. Et donc, quand je suis pris dans le cours d'archi, ça devient la température ambiante change. Pourquoi? Parce que tous les gens en archi sont passionnés, obsédés et fucking driven. C'est-à-dire que là, on rentre dans un truc où, ne serait-ce que par osmose, je vois des gens qui sont dans le studio tout le temps. Il y a le concept de la charrette, à savoir, un mois avant le rendu, C'est genre tout le monde disparaît. est en deadline mode. C'est-à-dire qu'il y a un zoom-in, genre microscopique, nanoscopique sur ton rendu. Et en fait, c'était des années qui étaient incroyablement formatrices parce que ça m'a quand même pris 2 ans pour apprendre à bosser. Mais au fur et à mesure que, enfin, juste pour t'accrocher, en fait, tu es obligé en fait, les études d'archi, c'est incroyablement malsain. Mais c'est similairement peut-être à la médecine. Est-ce que c'est parce que justement, c'est un petit peu peut-être comme dans la musique ou même quand tu es ingénieur, etc., c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que ton building ou la pièce, etc., que tu construis, elle peut toujours être mieux, Elle peut toujours être plus incroyable. Et là, si je rajoutais un de petit ouf. truc, et si là, je rajoutais C'est comme tu vois, toi. Alors, un il y a arc, ça. oui, c'est comme tout. C'est comme un mais podcast. particulièrement, C'est je comme pense, sur les trucs où il y a un niveau de choses différentes qui peuvent s'assembler qui est exponentiel, quoi. entre guillemets. En fait, il y a de ça, mais il y a aussi un truc que tu vas peut-être reconnaître, c'est surtout le cursus est trop large, on te demande trop par rapport au temps escompté. Autrement dit, quand tu dois développer un projet, avant même de dessiner les plans, donc déjà apprends à dessiner les plans, il y a tu dois investiguer un concept, tu dois investiguer un lieu, tu dois faire une stratégie enfin, je sais pas comment on dirait ça en français, mais une stratégie par peux dire rapport en anglais à la si tu vois pas le- comment on dit. tu dois faire une location strategy, tu dois faire une stratégie environnementale, tu dois faire des dessins, tu fais des dessins, cool. Ils vont être corrigés 1000 fois, tu vas les changer 1000 fois. Tu dois faire des 3D, cool. Ça aussi, tu vas les En changer fait, 1000 fois. c'est conçu pour que tu n'aies pas assez de temps pour les Exactement. réaliser, C'est peut-être. tentaculaire. Pour te pousser à te dépasser au maximum, non? Je sais pas si ça a été conçu par rapport à ça, mais je pense que vraiment juste, ils regardent la finalité de ce métier et ils se disent: «Il faut que tu apprennes à faire tout» et en fait, c'est un métier extraordinairement vaste. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est tellement un bon entraînement pour l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, tu te retrouves en fait, enfin, surtout quand tu es solo founder, mais même quand vous êtes 2 ou 3, mais tu dois apprendre 50 métiers juste pour franchir des étapes. Juste pour franchir une petite C'est étape. ça, Juste pour passer de 0 à 1. c'est ça. C'est pas mal. Allez, hop, punchline. C'est shout out à GPT-01 qui vient de lancer. Ah oui, oui. Ouais. Donc en fait, Pas du tout. C'était hier ou avant-hier, Avant-hier, ouais. C'était cette semaine. Vas-y. Pour la logic, ouais. Bon, on en parlera. ouais, après. il y a Et donc, du coup, toi, tu es là, Donc, tu te retrouves, t'es en fait, fresher parce que c'est quand même une pressure, école pressure. prestigieuse. Donc, C'est- du coup, ils sont très demanding. ils sont en fait non, justement, c'est ça l'autre truc, l'autre pièce du puzzle qui est super importante, c'est que cette école, ils ont une philosophie qui est exactement contraire. Zéro pédagogie. En fait, ils vont du principe que c'est des métiers qui sont tellement durs, c'est tellement dur de réussir dans ces métiers et c'est des métiers qui sont tellement, qui ne peuvent fonctionner que si tu es un créateur et que si tu as la vocation et la capacité de te créer de rien. Et En puis, si tu es capable de t'auto-gérer aussi. C'est vraiment ça. Donc en fait, quand tu arrives à l'école, ils te donnent des ressources et ils te donnent Allez. quasiment zéro pédagogie. Débrouille-toi. Et leur philosophie, Vas-y. c'est sink or swim. Cours dans Mais les c'est champs. vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc en fait, tous les gens qui sont habitués à une pédagogie Un structurée, cadre, un truc, on te dit, c'est voilà, fais d'abord vraiment dur. l'étape 1, puis c'est l'étape 2, puis l'étape 3. dur. C'était vraiment dur. Et donc nous, en Et donc, fait, du coup, pour le coup, toi, tu t'es senti beaucoup mieux. moi, c'était beaucoup mieux. Il y avait quand même un peu de friction parce qu'il y avait on donnait quand même des consignes, mais déjà, on est dans un autre univers par rapport à l'école et je me sens mieux. Et le truc qui était fascinant, c'est que il y a vraiment un espèce de, et tu trouves ça dans dans la mythologie, tu vois, les gens qui font la guerre ensemble. En tout cas, les gens qui souffrent ensemble, souvent, ça les soude. Et nous, en archi, ce qui s'est passé, c'est que tu passes tellement de temps à bosser, tu passes tellement de temps dans les studios, devant les ordinateurs. À avoir des problèmes auxquels tu n'as pas de solution. C'est ça. D'abord, tu te fais des potes, vraiment de bons potes, mais aussi un peu par osmose, le niveau de tout le monde monte, Bien puisqu'il y a un sûr. concept d'entraide, surtout qu'il n'y a pas de pédagogie, donc on doit se donner des tuyaux, etc.
Oui, il y avait un peu d'entraide comme ça, et Pita, où c'était plus la loi du plus fort, démerdez-vous, Alors, juste avant- chacun dans sa ligne de nage. Alors, juste avant de te répondre, j'ai une question pour elle, parce qu'en fait, c'est une question follow-up. Pour vous, les projets, c'était des projets d'une personne ou c'était des projets par groupe? Ils ont fait un peu de tout. Les projets par groupe, c'est toujours douloureux, surtout à ces âges-là, surtout quand il y a pas, disons que, tu vois, tout le monde navigue selon son horizon et les personnalités sont différentes et vous choisissez pas nécessairement. Mais il y avait un peu de tout. Mais en fait, voilà, c'était pareil pour nous. Quand on avait des groupes de 4 pour des projets qui duraient Tu plusieurs souffres mois, ta race. on a toujours deux qui foutent rien. Ouais, c'est ça. Et je trouve que dans la vraie vie, ça se transpose bien. C'est toujours la même chose. Alors, ce que je dirais, Même depuis que t'es plus petit jusqu'à après, quoi. Il y a toujours deux qui sont là, qui font genre. ils Toujours font un truc. 50% qui sont là. Il y a toujours le gars qui est on the side sur le computer à faire jusqu'à Ouais. 4h du mat pour faire le rendu final, ce, quoi. ce que je dirais, c'est qu'en archi, c'est un peu le cas, mais en même temps, même ceux qui foutent rien, c'est quand même un niveau de. De rien foutage qui est quand Ouais, même, qui est où il quand se passe même quand même des élevé. choses. Ouais, c'est ça. Je ne fous rien, mais je suis au top. C'est ça, c'est très particulier. Franchement, le chapeau bas à tous les gens qui font. Je me souviens, la première semaine, le gars qui était à la tête du programme est arrivé et nous a dit, écoutez, guys, statistiquement, 80% d'entre vous n'allez pas être architecte. Vous allez tous fail. Enfin, c'est même pas faire, vous allez tous bifurquer. Il y en a qui vont faire, il y en a qui vont se casser. Il y a plein de gens qui sont barrés du course. Moi, je détestais. J'avais aucune vocation à être architecte. Précision, on me l'a imposé. Donc, c'est un truc que je faisais. Et ça, on te l'a imposé de quelle manière? En fait, c'était un deal. Les études étaient chères. C'est mon grand-père qui a pris en charge ma scolarité. Ok. Et mon grand-père, bref, c'est un gars qui était extraordinairement dur. Pour vous donner un référent. Enfin, bref, c'était un gars assez dur. Et Intelligence vraiment, mais très. Ouais, c'était un gars qui était d'une intelligence assez violente. C'était impressionnamment intelligent. En 2 mots, il arrive à te cerner et. C'était un gars qui avait. J'ai pas trop envie de parler de lui parce qu'il y a un peu une pudeur, mais c'était un gars qui s'est fait de rien, qui est devenu industrialiste, qui, du haut de ses 80 ans, il te récitait encore des fables de La Fontaine ou de la poésie qu'il avait appris à l'école, mais genre des pages et des pages. Ah oui, des comme pages et si des pages. ça glissait Mais tout seul, quoi. monstrueux. C'est lui qui t'a amené, qui t'a poussé à faire qui t'a imposé de faire ces études-là. À Londres. C'était pas compliqué. Lui, il voulait que je puisse être indépendant financièrement le plus vite possible. Et là, l'architecture, c'était un métier tangible. On pouvait Ouais. gagner sa vie. Pour lui, Bien gagner sa vie, même. Enfin, dans si on l'architecture. perce, oui, absolument. Ouais, c'est vrai qu'il faut un peu Absolument. percer, quand même. Mais pour lui, en tout cas, c'est le fait de. Enfin, j'allais jamais faire du graphic design, j'allais jamais faire du cinéma, j'allais jamais être acteur. Oui. Et c'était forcément ça, quoi. C'était le seul course qui était valable. Et donc, pour le coup, en fait, il y avait aussi ce truc dont je me sentais redevable par rapport à lui. Il avait payé, il m'avait bien fait comprendre que ça lui faisait chier de payer. C'est ça ou rien, quoi. Ouais, c'est ça ou rien, mais surtout. Rentre dans le rang. Surtout, il me l'a fait sentir. Et donc, il y avait ce truc où je voulais quand même réussir. Je n'avais pas la vocation de devenir architecte, mais si tu vas faire. Mais j'avais vocation de me parfaire. Et ce qui s'est passé, d'une manière extraordinairement improbable, et je vais vous éviter l'anecdote, parce que là, pour le coup, on n'a pas le temps. Non, vas-y. Vas-y. En fait, à la fin de mes études, il y a une opportunité qui se présente et je me retrouve, vraiment ma première expérience de travail post-études, c'est dans un cabinet qui s'appelle Zaha Hadid Architecte. Et Zaha Hadid. Zaha Hadid. Et en fait, Zaha, en fait, on ne sait pas si c'est le cabinet d'architecture le plus connu du monde, mais c'est le cabinet d'architecture le plus googlé du monde. Genre, ça, c'est la stat. Elle fait partie des, on va dire, 4-5 star architects qui sont super comme Norman Foster, c'est etc. ça. En fait, c'est ça. Tu as Norman Foster, Roger. Enfin, il y en a entre 5 et 10, et c'est les architectes auxquels on fait appel pour les projets d'envergure énormes. exceptionnels. C'est ça. Donc, en fait, tu es pris chez Zaha, aucune envie d'être architecte. Toi, t'avais fini le cursus, là, du coup? Ouais, j'avais fait le bachelor. Et donc, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Bah, improbable. Ah, cool. Extraordinairement improbable. Tu peux dire que t'es architecte. Non, il aurait fallu faire un master's. Ok, d'accord. C'est sur 1 an, c'est sur 2 ans après pour le master? 2 ans, je pense. Donc c'est bac plus 5, je fais bac plus 5. Ouais, c'est ça. Et donc tu as un bachelor of architecture. J'ai un bachelor of architecture, mais surtout, le truc qui est fascinant, c'est que j'arrive chez Zaha, et Zaha, c'est censé être l'apothéose. C'est-à-dire que je me souviens, les premiers jours, c'est un peu un mix entre la NASA et Euro Disney, tu vois. C'est genre, ça va être super cool, on va s'amuser, mais d'un autre côté, c'est genre, c'est que des monstres. Et t'as que des tueurs, quoi. Si t'es là, c'est quand même. C'est déjà, CSM, c'était un haut niveau, particulièrement dans des programmes de mode et de art design, mais c'était un haut niveau partout. Tu arrives chez Zaha, c'est genre, franchement, ça t'explique que c'est la maison, quoi. Non, on n'a pas besoin de l'expliquer.
Dès la première seconde, tu sens que t'as pas le level, quoi. C'était aussi la caricature, tu sais, c'était un peu tout le monde en noir, etc. Et quand tu arrives chez Zara, ce qui était intéressant, c'est que, bon, évidemment, j'étais le petit nouveau, j'avais une équipe, les tueurs d'élite, on était 5. Et en fait, mon équipe, j'avais comme consigne d'arriver au bureau à 10h du mat. Ok. 10h du mat, c'est incroyable. Mon équipe, elle arrivait à midi. Je vous jure. Les 5 tueurs, là. Enfin, les 4 autres. Genre, moi, j'étais enfin, très loin d'être un tueur. Mais je crois qu'on est jamais sorti du bureau avant minuit. C'est-à-dire que minuit, c'était seuil numéro 1. Ouais, c'était genre, on a eu pas trop de boulot. Ouais, minuit, c'était genre, ok, c'était pas une journée trop difficile. Ouais, ça va. Mais en fait, tu fais ça sur un niveau sustained. Et ce qui était fascinant, c'est que le premier mois, j'ai adoré. Pour une raison très simple. Tout était nouveau. Et c'était incroyablement riche en Mais apprentissage. parce qu'il y avait aussi un petit peu une atmosphère d'excellence. Non, en fait, oui et non, pardon. Justement, l'atmosphère, elle commence à déteindre très rapidement. Ce que tu réalises et ce qui m'a fait réaliser que je voulais pas du tout faire ça, c'est que on était dans un cadre qui était, bon, assez glauque, mais ça, c'était juste le choix des bureaux. Tu avais des gens qui avaient fait carrière dans ce cabinet, donc qui étaient là depuis très longtemps, Qui avait 15 ans de boîte. 10, 15, ouais. whatever, et qui étaient vraiment fucking good. Et tu réalises que tout le monde, la plupart des gens étaient misérables. Et c'était un sujet dont on parlait, c'est-à-dire que vraiment, il y avait une ambiance assez anxiogène, très stressée, et les gens n'étaient pas, en tout cas, j'avais très peu l'impression que les gens étaient épanouis. Au contraire, j'avais l'impression que les gens étaient assujettis et subissaient la journée, la semaine, le mois, projet par projet, toujours des Oui, projets d'envergure. qu'ils étaient incapables de. Écoute, Ils étaient dans une moissonneuse batteuse dont ils pouvaient pas sortir, quoi, d'une certaine manière. Qui était un petit peu qui les wear down. Énormément, et toutes les problématiques. En fait, ce qui était vraiment cool, c'est que Zara, ils ont inventé de l'architecture. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement des brevets. Parce que c'est des formes qui sont tellement nouvelles qu'il fallait définir de nouvelles manières de construire des bâtiments. Donc, il y a un côté où Sinon, le c'est bâtiment passionnant. ne tient pas debout. Ne peut même pas exister. Et je me souviens, j'étais sur un théâtre, il y avait un meeting avec des gens qui sont parmi les meilleurs du monde en création d'acoustique, et donc tu as des espèces de négociations de si on fait ci, si on fait ça. C'est fascinant. Donc, en fait, c'est sûr. t'as que des pontes autour de T'as toi. que des quoi. pontes. Ça, c'était Ça, cool. c'est un peu ta première expérience du salariat. Ça, c'était, oui, mais en fait, entre guillemets, quoi. le contre-coup de ça, enfin le contrepoids plutôt, c'est que tu es derrière un ordinateur à longueur de journée, tu fais ce qu'on appelle un CAD monkey, c'est-à-dire sur AutoCAD ou Rhino, whatever, tu es constamment en train de dessiner. Et en fait, c'est chaque projet, ou en tout cas chaque tournant dans un projet, ben c'est Armageddon, c'est la vie ou la mort, c'est des enjeux énormes. Si on n'y arrive pas, tout va tomber par terre, l'univers va s'arrêter. C'est pas mal de pression. Du coup, Al, j'ai une question pour toi. Donc, tu me dis que même si c'est des gens qui gagnaient bien leur vie, parce que j'imagine que non, justement, D'accord. je me souviens, mon chef d'équipe, d'ailleurs, ils ont tous les deux quitté assez rapidement, mais ils voulaient tous les deux aller faire un MBA parce qu'ils me disaient, en fait, un jour, on allait boire un verre et ils m'ont pris de côté, ils m'ont dit, man, écoute, pour le niveau qu'il faut avoir pour faire ça, pour la quantité de travail que tu vas faire, tu vas faire de la finance, parce que c'est la même chose, au moins tu seras payé. Ouais, tu vas C'est équivalent. tu vas déployer autant de brain energy. C'est ça, que- c'est ouais. at least get paid. Ah, C'était choquant pour moi. Absolument, parce que si tu prends genre le montant en pound ou au dollar, et si tu dis OK, combien de dollars je gagne, tu dis finalement je travaille pour mais l'architecture, c'est peanuts. leur donner. N'oublie pas que l'architecture, c'est censé être un métier vocationnel. Donc, c'est plein d'artistes qui font des métiers qui sont au final, ils sortent leur trip. Et donc, c'est censé. Ils adorent, mais c'est aussi pour ça Mais ça, c'est censé les nourrir. on se sert d'eux un petit peu. On se sert en du tout fait cas, qu'ils adorent ce qu'ils font pour ne pas pouvoir, les payer à un niveau. les payer moins. Mais attends, mais tu fais le plus beau métier du monde, t'inquiète pas, Enfin, t'as pas besoin tout est d'argent. relatif. Ouais, c'est un peu ça. C'est horrible, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, au bout de 3 mois, c'était 3 mois de trucs de pré-embauche, j'étais arrivé à la fin et j'étais épuisé. J'étais épuisé parce que les études d'archi, même si je voulais pas être architecte, au moins c'était riche en expérience. C'est-à-dire que tu es constamment en train de passer du coq à l'âne. Tu vois une expo, tu vas parler à un prof, tu vas aller dans un musée pour comprendre un truc. C'est always new. Always fucking new. C'est ça. New projects, etc. Mais c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est ce que David disait quand il avait sa première expérience de salariat chez Criteo, c'est que il disait, c'est très très bien, voilà, dans les 3 premiers mois, on apprend des choses.
Mais après, c'est always the same shit. C'était un peu ça. Mais en réalité, j'aurais fait 2-3 projets, certainement, j'aurais réappris, mais incrementally. Et en fait, la vie de bureau, c'était un rappel, un ping-back direct à ma scolarité, à ma vie de lycée. Et il y avait vraiment ce truc de, en fait, c'est impensable que je passe ma vie derrière un ordi. C'est inimaginable pour moi d'aller au même endroit littéralement tous les jours. D'accord. Tous les jours. Tu te sens Voir comme les un mêmes drone gens, les un mêmes petit gens. peu, quoi, où t'es dans ton circuit, ou C'est un peu une prison. tu fais ton machin, ton métro, ton boulot, t'arrives, hop, Je suis pas. tu creuses tes cernes jusqu'à 3 heures, C'est ça. et puis après tu rentres à la maison et tu redémarres. Bah, Et rebelote. du coup, est-ce que tu pourrais fast forward sur en fait tu as travaillé pour cette boîte un certain nombre de Donc, mois ensuite En fait, ce qui se passe, c'est que je termine cette boîte et j'ai la potentialité de rester et je décide de walk away et de prendre une année sabbatique. L'année sabbatique, c'est très simple. D'abord, je commence à bosser dans un café et je peux pas vous dire ce que j'ai adoré cette expérience. Tu dis année sabbatique, mais tu dis j'ai commencé à bosser quand même. Ouais, non, mais non, l'idée c'était quoi? C'est que bosser dans un café, en fait, c'était tellement ballant avant C'est ça, mais que c'était du coup, pour bosser dans survivre. un café, ça devient facile, Mais quoi. non, c'est même pas ça. C'est que le peu de neurones qui me restaient étaient en vacances. Ah oui, c'est C'est-à-dire ça. que je fais rien d'autre que C'était servir des gens. En jachère, il fallait qu'ils se reconstruisent. Non, je termine le soir 20h. Oh putain. Ça y est, C'était vraiment- je suis en vacances, là. C'est easy life, quoi. C'était vraiment, vraiment cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je passe dans un café, je commence à voyager, je commence à bourlinguer et je me retrouve à Los Angeles. Et je suis arrivé à New York avec $300 en me sentant très, très riche. Je vais. Ça va être génial. Je vais bien voir ce qui va se passer. C'est un peu ça. On va voir qui je vais découvrir, sur On va qui voir je ce vais que je vais tomber. découvrir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute ma vie de lycée, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à l'aventure. Ensuite, je me suis retrouvé quand même à l'université, donc il y avait un huis clos assez vaste, mais quand même. Avec toujours du new qui arrive. Toujours du new, mais quand même, c'était un peu une prison. Et ça, c'était la première opportunité que j'ai eue dans ma vie je pouvais juste partir. Et vraiment sans avoir un but précis, hormis la découverte. Et j'avais un peu l'appel de la Californie, va savoir, je surfe, mais il y avait un peu ce C'était en truc. quelle année? Ça, c'est pas justement la même année où toi, tu faisais ton road trip? Moi, c'était en 2016. Je sais pas, je saurais pas te dire parce que toutes ces années sont Toutes floues. ces années sont Ouais, floues. je véridiquement, j'ai aucune temporalité. Mec, il est tellement perché. Moi, je le sais. Mais en fait, C'est vraiment genre le startup world m'a tellement bouffé le cerveau. c'est pas Tellement seulement, pris que vraiment la cloque est Écoute. offline, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai atterri à New York, j'ai 300 balles et je me dirige vers Los Angeles. Et 2 jours après, je suis à Los Angeles et je me retrouve là-bas, je reste 6 mois. Et très rapidement, je trouve un canapé sur lequel pioncer. Très rapidement, je trouve un quartier une vie de quartier, C'est etc. une capacité de rebondir qui est quand même assez bonne, hein, parce que t'arrives, bon, allez hop, voilà, il y avait un couch. Je sais pas. T'arrives à quand même trouver les solutions. Le problem solving, il t'a bien aidé quand même. Parce que vraiment, avec $300, ça demande des grosses. Je me sentais riche à l'époque. Même à l'époque, $300 aux États-Unis, Man, ça se crame en 5 minutes. Je me souviens, j'ai atterri chez un pote quand justement le gars qui m'a hébergé à New York, genre, il me dit alors, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, man, voilà l'histoire. Il m'a dit, attends. Il s'arrête. Frère, Il me dit, non, il me dit Attends. une seconde. Il sort son téléphone, il me dit, hamburger? Il appelle, il commande un tas de bouffe, il m'a dit, man, rien que mange, tu vas en avoir besoin. Mange un morceau parce que, Oh, non, ah oui, non, parce que c'est- t'avais un petit peu trimé de jour en En jour. fait, il y avait juste cette expectation que who the fuck knows, mais ça me convenait. Et je connaissais personne à Los Angeles et j'allais vraiment du principe que dans tous les cas, au pire, je dors dehors. D'ailleurs, j'ai dormi dehors quelques fois. C'était vraiment cool comme expérience. Mais parce que c'était l'été ou C'était l'été, mais en fait, Los Angeles, c'est un climat de désert. Donc, la nuit, tu le sens. Il fait vraiment froid. Mais Mais donc c'était quand même un peu une expérience un peu mais voulu. difficile quand même. Mais largement voulu. Mais que t'as kiffé quand même. Ah, mais c'est l'intention, c'était de voir ce qui allait se passer et de vivre des choses qui allaient me sortir un peu des carcans étriqués de toutes les expériences que j'aurais pu avoir jusqu'à présent. C'est un peu une solo quest, comme dans un jeu où tu vas pas dans le path. Non, en fait, c'est presque, c'était pas ça. C'était pas une side quest, c'était vraiment c'était la vocation que le path devienne un open-ended quest où n'importe quoi pourrait se passer. Où il y a toujours des nouvelles choses Où qui il y a arrivent. toujours de nouvelles choses, quelles qu'elles soient, et il n'y avait pas vraiment une idée de. En fait, j'avais pas une finalité en tête. J'avais pas du tout l'idée de faut que je gagne de l'argent.
Et il y avait pas du tout l'idée de je veux avoir une carrière. Mais alors, Donc déjà, du coup, ce qui est ouf de se demander, c'est comment est-ce que tu passes de cette espèce de alors, moment qui est un peu genre, je ne sais pas où je vais, je dors un peu dehors et puis j'adore, je rencontre des gens comme ça, je me hop, suis fait ils me donnent des des amis burgers en ouais, je te disant, jure. machin, à genre, hop, quasiment virage à Non, pas 180, du tout. quoi. Alors attends. Donc en fait, je suis à Los Angeles, j'habite à l'est et Ok. on m'invite à un événement qui est à l'ouest de la ville et j'ai une pote qui me dépose. Entre les deux, il y a un océan, il y a un univers. Je peux pas vous dire à quel point cette ville est étalée. C'est plusieurs Mais dizaines, centaines de miles, quoi. c'est 10 Paris. Je suis allé, c'est une Ok. grande ville. C'est une très grande ville. OK. Et en fait, je termine cet événement, je sors du truc, il fait encore jour, mais la nuit commence à tomber. Je réalise que j'ai aucune idée comment retourner à l'est de la ville. Et on n'est pas à Paris, on n'est pas à Londres, il y a pas Il y a de pas le métro. métro, il y a, Ouais. si c'est le bus, Bah, c'est je me suis dit, horrible. peut-être, je me suis dit, il y a Mm. peut-être le bus. Donc je me tourne, il y a un gars qui sort du même événement que moi. Je dis, hi, sorry, do you know where I can get the bus to Silver Lake? Et le gars, il me regarde de haut en bas, il me dit, you're going to Silver Lake? Je dis, yeah, I'm going to Silver Lake. Il me dit, I'll take you to Silver Lake. Ok, cool. Et en fait, 1 heure et demie T'arrives toujours à d'auto. rebondir, hein, quand même. Bah, ouais, enfin, je sais pas, mais Toujours des solutions. il y avait juste plusieurs vies. Mais on arrive dans mon quartier, je commence à lui donner, enfin, à lui indiquer à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Et on arrive devant mon immeuble et je lui dis, OK, moi, c'est ici, merci beaucoup. Et là, il éteint le moteur et il me dit, OK, moi, j'habite là. Et en fait, c'était mon voisin. No way. Et c'était un astrologue super connu. No Ouais. way. Et ce gars, évidemment, il m'a accompagné, donc je lui offre un petit cadeau, Putain. surtout que c'était mon voisin. Et en fait, à la suite de quoi, il me propose de lire mon thème astral. Toi, tu connaissais pas du tout l'univers de l'astrologie à ce moment-là. Moi, ma mère achetait les magazines féminins, donc Glamour, enfin version féminine, les trucs Elle, etc. existent, ouais. Je me souviens, ado, j'avais ouvert tous ces magazines-là qui avaient un horoscope hebdomadaire. Je les avais ouverts pour la même date. Et j'avais lu genre dans 4 ou 5 magazines, j'avais testé. Pour pouvoir comparer un petit peu. Exactement. Il y avait pas vraiment ils disaient pas nécessairement la même chose. Et donc je me suis dit, OK, là, À quel âge t'as fait ça? C'est assez smart. 14-15 ans, enfin j'étais gosse. Mais il y avait vraiment ce truc de, OK, l'astrologie, comme c'est présenté sous ce format, clearly nothing there. Et à ce moment-là, c'est un détail super important, l'astrologie n'avait pas du tout éclaté dans la culture populaire. Il y avait pas ce Oui. truc de C'était un peu plus un truc de charlatan qu'un truc vraiment poussé où on va rechercher, où on va... En tout cas, ça existait à l'intersection de Madame Irma, charlatan, et la personne que tu connais qui est, entre guillemets, un peu genre... Oui, un petit peu élevé dans son et cerveau. là, je caricaturise parce que je dis bien à l'époque, et c'est pas du tout péjoratif, parce que ce qui s'est passé, c'est que ce gars-là, Ton voisin. mon voisin, qui avait un PhD qui était psychologue et qui avait un PhD en interprétation de rêve de mémoire, il me dit mon thème astral. Et pour te donner un peu le contexte, le thème astral, c'est l'organisation des planètes, donc l'agencement des planètes au moment de ta naissance. Donc quand on parle d'astrologie réelle, donc on parle pas d'astrologie vulgarisée, on est vraiment... Parce qu'en fait, ce que tu m'avais dit, le thème astral complet, c'est beaucoup plus complexe que juste les Capricornes, les Verseaux, incomparable. tout ce qu'on peut avoir. Bah justement, comme tu disais, en fin de magazine, dans Télé 7 jours, dans Voici, etc. Si je devais si on devait créer une image, c'est comme si je te dis ton signe, c'est comme si quelqu'un te rencontre et tu n'étais qu'une tête flottante. Ah oui. C'est-à-dire ton signe équivaudrait à ça, mais pour te connaître Louis, il faut connaître tout ton corps, ton machin, tout ce que t'as vécu. C'est autant des pièces du puzzle qui sont essentielles pour comprendre l'astrologie de manière générale et l'astrologie de quelqu'un. Toujours est-il que ce gars lit mon thème astral et en fait, c'est pas du tout une expérience où il me sauce. Tu es un jeune homme exceptionnel dont personne ne comprend l'ampleur de ta bonté. Faut vraiment t'envoyer des étoiles dans les yeux. C'était vraiment pas du tout un truc bateau comme ça. C'était beaucoup plus des moments et des expériences spécifiques que j'ai vécues à laquelle il a pu en fait, il a pu mettre le doigt sur des expériences et sur des dates d'une manière tellement spécifique que c'était réellement impressionnant. C'est un peu choquant. C'était impressionnant, je dirais. Et en fait, surtout, on était tous les deux assis devant son ordi, donc je voyais les images qu'il voyait, je voyais qu'il interprétait un truc et je comprenais qu'il y avait un code et un système et clairement une logique que je décelais pas du tout, mais il était capable de me dire, OK, à 15 ans,
quand tu avais autour de tes 15 ans, il s'est passé ça, ça et ça. Autour de tes 16 ans, il y a eu un chagrin d'amour qui était énormissime, etc., etc. 17 ans Et c'était assez proche de la réalité, du coup? c'était impressionnant. Et Donc c'est la réalité, quoi. réellement impressionnant. Alors qu'il ne te connaissait c'était- pas, à part avoir été ton voisin. il était pas en train de me dire, quand tu avais 16 ans, tu étais avec une meuf et vous avez rompu parce que X. Oui. Mais par contre, il a pu me dire, quand tu as 16 ans, il y a eu un chagrin d'amour qui t'a brisé le corps et ça a duré, genre, pour t'en remettre, ça a dû prendre entre cette date, etc. Ah oui. Et ça matchait. Et c'était vraiment assez. C'était un peu perturbant, presque. Ben, disons que Genre, l'expérience. what the fuck is happening? C'était vraiment cool. Et ce gars-là, précisons, et c'est assez important en réalité quand on est amené à avoir, à consulter, c'est un gars qui avait une capacité de communication, qui était quand même assez élevée, qui avait une locution, une bienveillance, et donc l'expérience en elle-même aussi était très positive. Et Ça restait dans un cadre où tu te sentais bien, ou ouais, mais surtout, c'était bienveillant, on va dire. c'était non seulement bienveillant, mais sa manière d'expliquer était approachable, et c'est vraiment très ça me paraissait pas si abstrait Sans que ça. utiliser de mots Non, compliqués. peut-être que si, je me souviens plus dans le détail, et d'ailleurs j'ai l'enregistrement quelque part, mais toujours est-il que il arrivait à vulgariser, en tout cas il arrivait à rendre le sujet accessible, et c'était vraiment important parce que c'est sans le savoir, ce moment était un tournant parmi d'autres, mais je suis sorti de chez lui avec une réelle curiosité de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est comme Ça t'a piqué. ça m'a piqué, c'était vraiment une question, c'était une curiosité intellectuelle, c'est-à-dire de la même manière que que l'architecture a des règles, il y a des structures, de la même manière que, en fait, c'était comme un langage, je voulais comprendre, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Très naïvement, très légèrement, enfin peut-être pas légèrement, mais très naïvement en tout cas, je commence à poser des questions. OK, le gars, il est extrêmement pédagogue et a vocation à partager. Mmh. Je commence à faire des petites recherches en ligne. Enfin, je suis à Los Angeles, je vadrouille, j'ai beaucoup de temps, et petit à petit, en fait, sans le réaliser, je commence à, c'est un peu Alice au pays des merveilles, tu t'enfonces C'est de le plus en plus. rabbit hole, quoi. C'est le putain de rabbit hole, parce que le problème avec l'astrologie, enfin, je dis ça en rigolant, mais en fait, un concept en astrologie en cache 10, c'est-à-dire tu comprends niveau 1, Et puis après, il y a encore 10 trucs en c'est dessous, puis 10 tentaculaire, trucs mais niveau au-dessous, 1 a puis eu 10 trucs en 50 dessous. en faux. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, non, mais c'est absolument dingue? Enfin, une fois que tu as commencé à avoir une connaissance En fait, plus approfondie, tu te dis, non, mais il faut le démocratiser, non, c'est pas possible. du tout, pas du tout. En fait, là, je suis à Los Angeles, et donc là, c'était il y a 10 ans. Et Los Angeles, l'astrologie, c'est une religion. Enfin, c'est pas une religion, mais C'est quand même vous important, quoi. pouvez pas imaginer. Enfin, si vous pouvez, parce que maintenant c'est à la mode même ici, mais à l'époque, tu pouvais pas dater, tu pouvais pas avoir une conversation avec un inconnu sans qu'on te demande ton signe. La blague, bon, Et pour n'importe qui. Quel que soit ensuite, bon, précisons que j'étais dans des milieux qui étaient quand même un poil alternatif, où il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui étaient habités par des sujets qui sont, entre guillemets, spirituels, ou qui sont sur le bien-être, ou sur le yoga, ou sur la nutrition. Donc il y avait vraiment un peu des artistes, mais still, toujours on te pose la question. En fait, dans ce milieu-là, je dirais dans le creative world, Mmh. c'était vraiment emblématique et identitaire. La blague, on disait, dating in LA, essentiellement, c'est tu rencontres quelqu'un, tu échanges ton signe astrologique, tu lui expliques tes intolérances. Moi, je mange pas de gluten, je suis intolérant aux produits laitiers. Et ce tatouage, c'est le symbole japonais pour peace. C'est vraiment C'était toujours le c'est les trucs récurrents, tu vois, genre, comme il y ça. avait toujours un tatouage qu'il fallait expliquer, il y avait toujours des intolérances, genre moi je mange pas ça, mais je mange ça. Et il y avait fatalement une conversation sur l'astrologie. Et ça, c'est autour de 2014. C'était 2013. ouais, 12, 13, 14, un truc comme ça. Et en fait, à ce moment-là, tu réalises que parler astrologie, en fait, les gens, les gens sont toujours là-bas, vraiment dans un lifestyle et un mindset qui est tourné autour du développement personnel, mais aussi c'est des codes, comme toute sphère de la société développe des codes, Mmh. qui peuvent être figés ou pas, mais dans cette bulle,
Il y avait vraiment un appétit énorme pour ce sujet et Pour améliorer sa propre mais personne, non, mais c'est pour pas se juste, découvrir plus profondément qui on pas est. juste. C'est surtout ça nous amène au point qui est vraiment crucial. Il C'est y a quand même un overlap avec quand même David. Toi, c'est toujours s'améliorer, être toujours meilleur, être toujours, c'est un peu quand même dans le même En univers. fait, ce qui était vraiment fascinant, c'était que les gens utilisaient ça comme permission slip pour pouvoir dialoguer, ouvrir la porte à des sujets qui sont pas nécessairement faciles à aborder dans des conversations lambda. Je donne un exemple. Tu rencontres quelqu'un, enfin 2 personnes se rencontrent et l'une dit à l'autre et connaissent un peu les codes ou pas en vrai, mais l'une dit à l'autre: «Écoute, moi je suis Sagittaire, ascendant Capricorne, truc machin». Tout de suite, ça peut créer une conversation de: «Voilà les aspects de ma personnalité que cela représenterait et donc en réalité, je suis un introverti, mais il y a des aspects de moi qui sont extravertis et en Ça met en fait, quand je» confiance un petit peu. bah, oublie confiance, mais ça ouvre un dialogue, mais surtout, ça permet à des gens de commencer à dialoguer et à révéler des aspects d'eux-mêmes que tu révélerais pas nécessairement facilement dans une conversation. Parce que fatalement, si tu dis à quelqu'un: «Moi, je suis ascendant X» et ça veut dire que voilà les aspects de ma personnalité enfin, ça veut dire que je suis introverti, par exemple, Mmh. on est tout de suite en train d'avoir une conversation sur l'introversion, qui est un sujet qui est un peu Ouais. plus profond que, «Tu fais quoi comme métier?» blablabla Oui, et oui. et et en fait, ça s'embride. Donc du coup, ça fait un dating qui est tout de suite beaucoup plus profond dans Là les 10 premières minutes là, je parle. que juste ah tu fais quoi Oui, et machin. je parlais pas nécessairement de dating. Je veux dire que, en tout cas, c'était vraiment dans les mœurs et dans les codes de communication de l'époque. Et il y avait vraiment ce truc aussi, parce que énormément de gens connaissaient leur astrologie et s'intéressaient au sujet de: «Ah, on est compatible sur ça. Est-ce que tu aimes faire ci? Ou alors je dois te présenter à Mmh. ma pote, ou alors ta ta ta». Donc c'est aussi un lubrifiant social ou je dirais même plus, c'était un accélérateur social. Et 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 évidemment, si Un si très bon moyen de briser la glace, en fait. mais incroyable. Genre c'est le meilleur briseur de Incroyable glace de l'univers. parce que c'est enfin, selon les cas, selon les personnalités, mais ça crée un rapport instantané, mais un rapport qui est réellement authentique. Les gens sont curieux et ont envie d'échanger et Ouais. ont envie d'exprimer leur réalité. Donc Est-ce que tu l'as ressenti un petit peu quand tu étais aux States, David, ou? Quand j'étais aux States, non, pas trop, mais quand j'ai fait des dates que j'ai connues sur Hinge et Bumble, il y a plusieurs, meufs qui m'ont demandé: «Ouais, ton signe astrologique, c'est quoi?» Genre, dès le troisième message? Non, pas dès le 3e message, genre, je sais pas, on se parlait je sais pas, peut-être, plus loin dans la conversation, mais c'était pas dès le départ. Moi, j'étais en mode, je m'en fous, mais OK, je réponds et là, je dis: «Ah, bon, tu es Balance, tant mieux, parce que j'ai» et là, elle me dit: «J'ai daté dans le passé, c'est un Scorpion, ça s'est mal passé. Si toi, j'étais Scorpion, bah, du coup, je te date pas parce que le précédent, c'est un Scorpion, ça s'est mal passé». OK. écoute, ça, c'est le côté peut-être pas si génial Des dérives un petit peu. des dérives et de faire des shortcuts qui sont mais bon, toujours Absolument. est-il qu'aujourd'hui, oublions le dating, oublions tout ça, surtout pour Gen Z, millennials évidemment, mais surtout pour Gen Z, l'astrologie semble être un outil, non seulement de recherche, enfin de développement Ouais. personnel, de découverte de soi, mais c'est aussi un espèce de passeport pour pouvoir engager, enclencher des conversations et des échanges juste qui facilitent des sujets de conversation qui sont peut-être pas si faciles de mettre en mots, par des biais traditionnels. Mmh. Et aussi, chaque génération a ça, c'est rentré maintenant dans les codes culturels, donc il y a aussi un truc d'identification où, tu as des mimes, tu as des blagues, tu as des trucs machin. Chaque génération a ses codes. Les gosses qui ont grandi dans les années 90, ils peuvent te parler de MTV. Les gosses qui ont grandi aujourd'hui, ben, ils auront des mimes autour de l'astrologie et voilà, parmi autres choses. Mais donc du coup, ce qui se passe, c'est que à mon insu, je réalise pas que petit à petit, je suis en train de me former et que je suis sur le chemin pour devenir astrologue. Ce qui se passe, c'est que vraiment, j'ai des conversations à droite à gauche et finalement, je commence à apprendre à droite à gauche. Ensuite, je rencontre des gens qui sont très, très bons. Donc, il y a un apprentissage qui se fait. Ensuite, je fais des cours et finalement, 3 ans après, je lève la tête et je réalise que je suis à un niveau où je peux faire des consultations et on me le réclame. Donc Ah, on te le réclame on me le carrément? réclame, donc je commence à travailler en tant qu'astrologue, enfin, en Toujours gros à LA? non, en fait, ce qui se passe et là, on va vraiment pas rentrer dans le sujet, mais je tombe amoureux d'une fille, ouais et donc il y a un virage exceptionnel, c'est une fille qui habite au Maroc et donc je me retrouve au Maroc pour tenter cette histoire d'amour. L'histoire d'amour ne perdure pas, mais je reste à Casablanca pendant, de mémoire, c'était 3 ans et je travaille et entre autres, il y a beaucoup de consultations astrologiques.
Et ce qui Donc c'est ça, c'est l'un de tes principaux revenus quand tu es à Casa, à Oui, ce moment-là. et le truc qui est fascinant, c'est que c'est une vie assez monastique parce que ce qui se passe et là en fait, dès que je sors de l'université, le, le je découvre que j'adore bosser, je suis obsessionnel quand j'ai pas une structure qui m'impose quoi que ce Mmh. soit. Donc en fait, l'astrologie, je le fais vraiment très, très intensément et donc je passe Tu t'y retrouves vachement, parce qu'en fait, ça coche un peu toutes les cases, non? en De f ta en fait, personnalité, non, de ce ton... que non, c'est pas ça. Ce que je dirais, c'est que il y avait une curiosité et donc je m'y retrouvais dans ce que j'arrivais à déceler au fur et à mesure que j'apprenais des choses et donc tant qu'il y avait un appétit d'apprendre de nouvelles choses, D'accord. j'étais vraiment satisfait. Et en fait, si tu faisais des consultations, c'était ressemble pour à qui? quoi? Enfin, c'était pour qui? C'était Il y pourquoi? avait, Ouais, en fait, c'est quoi? En fait, Quel type de... c'est quoi une tout consultation consultation? type Une classique, consultation, ouais. en fait, ça dure 1 heure ou c'est 30 minutes? ça peut durer 3 heures, mais en réalité, quelqu'un arrive et en imaginant qu'ils ont leur date, heure et lieu de naissance, tu lances le thème astral et il y a différents types de il peut y avoir différents types de consultations selon l'intérêt de la personne. La consultation, on va dire classique et qui était ma spécialité et ce que j'aime le plus en tout cas, c'est d'expliquer le thème astral de quelqu'un. C'est-à-dire de vulgariser, d'aider quelqu'un à comprendre son architecture personnelle C'est faire un peu astrologique. ce que ton voisin avait fait à l'époque, d'une certaine manière. On peut dire, on peut dire et il y a des astrologues qui sont très, très intéressés par les cycles de vie et donc ce qui arrive, le futur, l'année qui vient, ben, ça va être une année où il faut se focaliser sur X, Y, Z. Il y a des astrologues qui sont réellement axés sur la psychologie, dont mon premier mentor et qui vont chercher les gens qui seront beaucoup plus dans une optique de coaching ou de thérapie. Il y a des Plus life coach un petit peu. par exemple, en fait, il y a admettons que l'astrologie marche, prenons cette hypothèse. Si l'astrologie marche, ça veut dire que ton thème astral est censé pouvoir décrire non seulement ton architecture de base, la manière dont tu es construit, les différents éléments de ta personnalité, mais c'est aussi censé pouvoir décrire les cycles de ta vie. Donc c'est un document vivant, peut-être les 10 prochaines années, les peut-être 10, les 20, les etc. toutes, et à un degré de spécificité énorme parce que c'est encore une fois, prenons l'hypothèse que ça marche, et que l'astrologue est bon et arrive à déceler des choses, on peut rentrer mais à un niveau microscopique. On peut Ok, décrire je suis chaud. Une heure et tout de lundi, suite, maintenant, une consultation. Oh, c'est bon. Attends, lundi, je te fais un coaching sportif et après tu fais En contre, Ah, voilà. et Non, après mais- tu me fais genre mais- tu fais ce thème astral sur Écoute, moi. Vous faites un échange, vous faites un Je vais te échange. dire la vérité, ce qui est très marrant, c'est que ça me manque terriblement de faire des séances et récemment, j'ai repris. Donc franchement, avec plaisir. Ouais. Génial, Ouais. Bah, en félicitations. fait, ouais, c'est vraiment cool, mais en fait, ce qui s'est Je passé. pense qu'il faut que vous fassiez cet échange. Ouais, mais avec plaisir. Il va être, non, alors pas échange, pas échange comme ça, mais non, mais ça va être cet échange de compétences là. Je pense que vous allez en Ensuite, apprendre énormément tous les deux. Compétence, tu me flattes un peu. J'ai jamais dit que j'étais un bon astrologue, mais Mais au bout de 3 ans, tu te dis quand même bien plus que 3 ans. être arrivé, tu vois. Non, mais Non, les 3 ans post-LA. en réalité, la chance que j'ai eue. Guys, juste pour contexte, il nous reste une demi-heure. Ok. Ouais. Ben, on arrive sur Il faudrait que l'on parle du mythe de la viande. Ouais, on y arrive. cosmique. Oui. Même moins, ouais, même Non, en fait, ouais, même dit il combien nous reste 25 minutes. 25 minutes. c'est Plus ça 10 minutes. En soi, Ok. Ouais, en fait, il faut qu'on arrive à switcher on y arrive. sur Cosmic Station F, etc. un petit peu. En fait, ce qui se passe très naturellement, c'est qu'au bout de 3 ans de faire que des consultations, je me fatigue. C'est-à-dire que, encore une fois, on est dans un huis clos. Bon, c'est moi qui suis maître de mon destin, mais ça n'empêche que c'est beaucoup la même chose. C'est des gens qui arrivent avec des thématiques et des problématiques assez intenses. Et je commence à me fatiguer. Je commence surtout à avoir envie de reprendre la route, de reprendre l'aventure. D'avoir à nouveau du new. Ouais, c'est exactement. Et en fait, il y a je reconnecte avec une pote. C'est pas important, mais c'est une fille qui, enfin, elle devient très importante, cette fille, mais surtout, ce qui se passe, c'est que elle vient de break up, elle est en train de break up avec son mec, et elle est obsédée par la compatibilité astrologique entre eux deux. Et un jour, juste en rêvassant, après une conversation avec elle, j'ai ce tilt de ça serait pas trop cool si quand tu rencontrais des gens, il y aurait pas comme un name tag où tu pouvais voir, ben voilà les basics de leur astrologie et savoir si tu es compatible avec eux. Combien de pourcentage de compatibilité? Par exemple, Pourquoi? c'est ça. Sous quel Et en fait, angle? le premier concept, ça n'avait rien à voir avec la rencontre. Enfin, si, mais pas la rencontre dating. C'était vraiment juste
pouvoir déceler avec qui tu serais compatible pour collaborer, avec qui tu serais compatible pour bosser, avec qui tu serais compatible pour X, Y, Z. Ah, donc pas uniquement Mais dating zéro. finalement. Moi, aucun intérêt pour le dating à titre Ouais, ouais. personnel. Donc, à cette époque, j'avais jamais utilisé l'appli de rencontre de ma vie. Donc, c'est pas vraiment venu. Et en fait, T'as pas quand je- besoin, tu vas tout le temps de situation en situation avec tellement d'aisance Bah, que j'étais, ça c'est glisse gentil. seul. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'idée, il y a eu vraiment un moment, enfin, c'était très simple. Il y a eu ce truc de, je l'ai googlé, ça n'existait pas. Et j'étais assis, je me suis dit, mais en fait, I think I can do this. Et c'était ce truc de, should I do this? Ah, mais c'est pas un peu ton Eureka moment? C'était un peu un eureka moment, Genre. mais assez naïf parce que je me suis dit, mais j'ai un background en design et j'avais la confiance en moi de me dire, mais bien sûr, je peux design une app. Mais- Loin de moi d'imaginer. En fait, mais pas du tout. waterfall de tout ce Mais qui allait t'arriver. on n'est pas dans une autre galaxie, on est sur une autre. Mais C'est le 7e c'est métavers. super. Mais très naïvement, je réalise ça et j'appelle un cousin à moi qui était dans la tech, enfin qui était dans le gaming, mais bon, c'était des vases communicants. Et je lui raconte ce truc et il était basé à Paris à l'époque. Et je lui explique, il me dit, écoute, c'est une très très bonne idée. Tu as beaucoup plus de chances que ça réussisse si tu te fais incuber. Et là, il m'a dit un truc très méditerranéen, un peu le coq. Il m'a dit, il y a un seul incubateur à Paris, c'est Station. Oh, waouh! Ah oui, Et donc, ok. en réalité, il y en a 10 qui sont probablement très bien. Il y en a 15. Xavier Niel, heureux Ouais, mais chez bravo. lui en apprenant ça. Et là, en fait, vous allez reconnaître la thématique. On regarde, le application deadline, c'était genre 2 semaines après ou 3 semaines après, genre un truc voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Et en fait, je fais une charrette. C'est-à-dire que vraiment, pendant une semaine, je fais que bosser. Tu donnes tout. Tu donnes tout. J'ai fait une maquette, j'ai truqué le concept, etc., etc. On postule. Et franchement, on a été pris genre très rapidement, genre 1 mois après. Et donc, je me suis retrouvé entre le Eureka moment et le moment où j'ai atterri à Paris, il se passe 2 mois et demi. Ah ouais, que Et 2 mois. Un truc, mais rien. Et en fait, Ah ce ouais, qui se donc passe, en fait, ça va hyper vite. ça va quoi. hyper vite. Et ce qui se passe, c'est que juste avant mon départ, il y a un cousin à moi qui est dans la finance, qui est un gars qui a fait 13 ans à Goldman Sachs, un cousin assez éloigné. Enfin, en tout cas, un cousin éloigné, mais que j'ai pas du tout grandi. C'est un gars que j'ai vu à Londres quand on était à Londres, parce qu'il était, mais il est de passage à Casa. Il croise mon père chez eux. Et mon père lui dit, ah, bah, tu sais, allez dans les parages, vous devriez vous voir, etc. À ce moment-là, t'étais rentré déjà ou pas encore? J'étais encore à Casablanca, je Ok. préparais le départ. Ah oui. Et Et t'étais accepté. J'étais accepté. Et il m'appelle, on va faire une balade, on marche. Alors, WhatsApp. Et je lui raconte. Je lui dis, écoute, voilà l'idée. Voilà ce qui se passe. Voilà où je vais. Et le gars, au bout d'un moment, il me dit, écoute, genre, est-ce que tu serais ouvert à de l'investissement? Première fois que tu vois un nouveau Mais concept. toi, ça devait être C'est- fou pour toi. bah, parce que bah, tu t'es en dit, fait, mais non, des gens me même- proposent de l'argent bah, c'était un peu pour un mon truc de. projet. Disons que Qu'est-ce qui se passe? Disons que très naïvement, parce que vraiment l'entrepreneuriat, j'avais pas abstrait pour moi. C'est le moment où je réalise que pièce du puzzle très important. Il faudrait qu'elle s'imbrique bien. Ah avec oui, tout le reste. c'est vrai qu'on va C'est avoir vrai que, besoin d'argent quand ouais, même dans ça- toute ça cette peut être histoire. bien. Ce mec, il me fait penser, tu sais, il y a un personnage dans le film Deadpool 2, et Ouais. c'est une mutante chance. Ah, Elle est hyper chanceuse. Chaque fois qu'elle elle est dans le bus, Quoi qu'il arrive, le quand bus se retourne pile poil pour bus, qu'il n'ait rien. le bus, il fait des cascades, il est en train de se cracher, et elle, nickel, regarde. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est le mec, tu vas le lâcher sans 1 euro, sans un truc, sans machin. Ah, il va glisser sur une peau de banane, il va retomber sur un mec qui, en fait, avait besoin d'une consultation astrale, qui, en fait, va le faire retomber à Station F. Exactement ça, ouais. Non, mais c'est le Bah, roi de la pirouette, quoi. Le roi en tout cas, ce qui se passe, c'est que ce gars, Ultra Lucky Man. very, very lovely guy, en fait. Et il me propose d'investir. Et il investit au final 30K. Et ce chiffre est important parce que Et il investit 4 mois après ton arrivée à Station F. Non, avant, en fait. Ah, donc tu avais Juste déjà, avant, en ouais. fait, du Ouais, capital j'avais avant même de rentrer à J'avais Station F. 34 capital. Et surtout, je sais pas si tu te souviens, mais pour la BPI, ben, ils te matchent à hauteur de 30K. Oui, Ce qui veut on dire peut. Donc, si c'est important pour ceux qui écoutent, si effectivement vous avez une startup et que vous avez quelqu'un qui va mettre 20, 30, 40, 50 Enfin, cadres dans votre startup, Dès le la moment- BPI peut éventuellement, si Matcher. vous avez le bon Il y a timing, une le bourse. timing est important, C'est ça. Il y a- le mettre le même montant. Il y a une bourse qui Donc, s'appelle la tu peux être bourse avec French 60, Tech. du coup. C'est ça, c'est une bourse qui s'appelle la bourse French Tech. Il y a énormément de critères pour l'avoir. Mais entre autres, il faut avoir. Enfin, en tout cas, il match le capital que vous avez jusqu'à 30K. Donc, si tu as 20K, il te match jusqu'à 20K si tu as 10K. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te la donne. Enfin,
c'est de la bureaucratie, donc tu l'auras pas tout de suite. Mais aussi, il faut toujours prendre en considération aussi que c'est beaucoup de paperasse, ça prend du temps et Ouais, ainsi de oui, suite. oui. Moi, pour avoir fait le BPI, PIA, Paris Innovation Amorçage, effectivement, on devait avoir l'argent en juin. On l'a eu en septembre, quoi. Ouais, Donc, du coup, c'est déjà bien. moi aussi, j'ai dû faire des cabrioles C'est dans tous déjà les bien. sens pour faire en sorte de combler le trou d'argent des 3 Ouais. mois de la renouée de ce moment-là, quoi. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que mais ça reste super utile, on le recommande vivement et ce qui se passe, c'est que j'arrive à Paris 2 semaines avant covid. Genre, je suis arrivé. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à Station F Ouais, ensemble. C'était c'est ça. genre C'est ça. c'était le début du Covid, C'était le quoi. début du Ok, Covid. je retire ce que je dis sur le mutant de chance. Non, non, détrompe pas. En fait, c'est Au final, en ouais, fait, ça a c'était été assez génial. Non, bénéfique. en fait, c'était génial parce que ce qu'il faut savoir, que Station F a une CTU. Donc j'atterris, je vais tout de suite à leur CTU, ça coûtait pas grand-chose et C'était comment ça s'appelait? Flatmates, non? Flatmates. Tu étais à Flatmates, J'étais à donc. Flatmates à Ivry-sur-Seine et en fait, confinement arrive et mmh et c'était parfait pour moi parce que j'aurais pu être à Tombouctou, à Tokyo, à Genève, ça n'aurait rien changé. C'était moi et mon ordi on a tellement bossé, il y avait aucune distraction et vraiment la première année de ce projet, ben, tu l'as vu en réalité. Et d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur Zoom, hein. Sérieux? Ouais, oui! oui, tu te rappelles. Oui. Et tu étais d'ailleurs dans ta chambre de Ouais. flatmates et tu étais là: «Bon alors mec, j'ai vu ton projet, c'est cool» et puis moi, j'étais hyper Ouais, intrigué, mais alors juste pour donner du contexte quand même, à Station F, à faire du mobile consumer, on était 10, hein. ouais. À Bah, à faire la des fin, on boîtes était B2B, beaucoup il y moins en que avait ça. 200, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on était un petit peu quasiment les seuls le petit groupe de 10 à Station F qui faisait du Ouais. consumer. En fait, le consumer, c'était mal vu à l'époque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est Mmh. que, en tout cas, dans le monde de la tech, il y a des vagues. Donc, actuellement, l'IA, il n'y a pas plus hot Ouais, pour c'est des ultra hot, IA en ce moment. IA générative, ouais, c'est ça. encore plus. Bah, la wave consumer, on l'a raté de quelques années. Donc, quand on est Mmh. arrivé, les invests, ils n'étaient pas très friands de ça. Et nous, ce qui s'est passé, c'est Et que, surtout en Europe. C'est surtout oui, un truc de Europe. toujours en Europe, moins Parce friands. que États-Unis, En fait, beaucoup plus. États-Unis, de manière générale, ils sont juste beaucoup plus dans le mot venture dans venture capital, il s'applique pas en Europe. Enfin, Ouais, c'est ça. peut-être en Angleterre, mais Le risque, quoi. ouais. Nous, en Europe, c'est zéro risque. OK. Bah, en fait, Enfin, c'est en peu fait, de risque. en fait, les investisseurs en Europe ressemblent beaucoup plus à des banquiers. Les Oui. BA, ça dépend, mais les investisseurs institutionnels, donc les VC, les fonds d'investissement, c'est comparable en tout cas à ce qu'on te demande, ça ressemble énormément à ce qu'une banque te demanderait pour te donner un prêt, je pense. Mmh. Mais toujours est-il que ma première année est une année de confinement. Elle est exceptionnelle parce que déjà, ben, j'ai l'occasion de redécouvrir, enfin, c'est pas que je redécouvre, mais je suis vraiment obsessionnel et j'étais solo founder et en fait, mon rythme de vie, c'est là où ça faisait sens de parler d'architecture parce que le concept de la charrette, j'étais dedans 24 heures sur 24. En fait, c'est une charrette permanente. Une charrette Depuis permanente. que ça a commencé. C'est ça et en fait, je me souviens, je disais aux gens au bout d'un mois, mais en fait, les gens qui ont fait de l'architecture sont tellement bien adaptés à l'entrepreneuriat. Parce que d'abord, c'est tentaculaire et donc Il faut avoir toutes les compétences. il faut avoir 1 milliard de compétences, mais surtout l'architecture, ça t'apprend à travailler et donc c'était très naturel et facile pour moi. Genre mes journées commençaient quand je me réveillais, terminaient quand je dormais Ouais, c'est ça. et donc Et hop, ça continue et ça recontinue. c'est ça, c'est-à-dire que le seul moment où je faisais autre chose, c'est la douche, le sport et la bouffe et la sieste. Moi, je le voyais hein, quand tu étais à Station F. Non, mais à Halle. En fait, on était, je dirais pas qu'on était les deux seuls parce qu'il y avait d'autres personnes, mais en fait, à Station On F, a ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de on a fait- 20h, il n'y a plus personne. Alors attends, donc ça je vais te raconter parce que ça, j'ai pas connu ça. Vas-y. En fait, le choc, mais je peux pas te dire à quel point le choc, quand j'arrive à Station F après confinement et le premier jour où genre à 18 heures passées, soyons gentils, Station F vide. Ouais, c'est vrai. Genre vide. Moi, ça m'avait choqué de ouf. hein. Mais genre, Moi, je croyais que c'est c'était sidérant. comment ça, mais quoi? Mais il n'y a pas encore des gens à 23h et tout, machin. Sidérant. Surtout toi qui as fait chez Zaha, machin, où tout le monde est jusqu'à minuit, Sidérant. 1h, Bah, 2h. dans la culture anglo-saxonne, il y a ce truc de you push. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ça que Louis et moi, on est devenus potes en réalité, mais pas que. Tous mes potes de Station F, finalement, c'est arrivé parce que on hantait les murs
enfin tous les soirs et surtout les week-ends. C'est-à-dire que exactement, parce qu'on burnait la midnight bah, oil, mais comme on dit. surtout, en fait, le Station F, c'est ouvert 24 heures sur 24 et il y a des douches. Entre autres, il y a le parc de Bercy juste à côté, donc tu peux aller faire ton street workout. Donc en réalité, pour moi, c'était parfait. Tu peux ne pas quitter Station F Mais 24 heures sur 24. dude, ouais. tu sais que Tu peux juste bosser dans un mais cycle continu. le nombre de, c'est le nombre totalement de fois, possible, quoi. le nombre de fois que j'ai dormi à Station F, tu imagines même pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais tu imagines même pas. C'est vrai que parfois je te retrouvais le matin, effectivement, quand il y avait le ménage qui arrivait, Hein là, machin et tout. Moi, j'arrivais à 7h et j'étais là, ah Oh, bah, il y a oh. Al. Ça va, mec? Je viens de me réveiller, je fais une Ouais, petite sieste. ouais, là. c'est ça. Je suis au C'est ça. top. C'est ça. Bon, moi Bah, en j'adore. fait, c'est la même ambiance qu'il peut y avoir, genre, dans les factories de Tesla quand il faut deliver le Model 3 où t'as Elon qui dort sur le floor. Ouais, c'est ça. C'est le même truc. Sauf que des 3000 personnes de Station F, il y en a que 10 qui font ça, quoi. Ouais, Ou 20, et quoi. Enfin, peut-être moins, mais ce qui est très très cool, c'est que ceux qui le font, en fait, comme pour tout, il y aura toujours un pourcentage de gens qui sont plus cool que d'autres, plus avenants que d'autres, etc. Mais j'ai fait des rencontres incroyables parce que c'est des gens qui ont, en fait, hormis la niaque, c'est pas un prérequis, on s'en fout. Il s'avère qu'il l'avait, je l'avais, donc c'était un truc qui se complémentait bien. Mais surtout, ce que j'ai trouvé chez les entrepreneurs que moi je trouve exceptionnel, c'est il y avait un mix d'intelligence émotionnelle, de capacité à s'exprimer, à articuler, à tisser des liens, à co-créer et surtout à partager, et aussi une réelle capacité de travail et en fait, de créer et quelque chose de d'adaptation rien surtout aussi. et d'adaptation. D'ultra-adaptation. D'ultra-adaptation. Et nous, c'est vraiment important de préciser ça, c'est que dès le départ, mon parti pris, c'était que je voulais, donc solo founder, mon parti pris, c'était que je voulais bootstrapper. Donc en vrai, on l'a fait. Malgré le fait que tu avais de l'argent de Mais l'argent qu'on avait, c'était rien, parce que compte tenu de ce que ça coûte en ouais, tech, les ingénieurs, ça c'est coûte, peanuts. ça coûte C'est tellement peanuts. cher que En sachant que BPI, on l'a eu. 30 BPI, 000, on l'a eu. c'est 2-3 mois. C'est Quoi. ça. BPI, on l'a eu 6 mois après. Donc, en fait, on avait 30K. Je me suis jamais payé de salaire. À ce jour, je n'avais toujours pas de salaire. Et donc, il y avait vraiment cette idée de, quitte à être dans la survie, je préfère allonger je préfère que la boîte et que tous les gens qui bossent dedans, si c'est possible, mais en tout cas pour ma part, puisque c'est moi qui drive de trucs, je préfère qu'on trouve des solutions ou qu'on crée des solutions plutôt que d'aller prendre le chemin de la facilité, d'engager des gens ou de. En fait, je voulais pas brûler de runway. Tu voulais faire vraiment le bootstrap Je voulais faire le au bootstrap. maximum. Je voulais faire le bootstrap. Ensuite, l'autre truc qui était incroyablement naïf, c'est que, et j'appelle ça c'est pas chapitre 1, mais c'était la première phase de mon expérience. En fait, n'oubliez pas que j'arrive d'un background de art, de design. Donc, en vrai, j'ai approché tout le truc. Pour moi, c'était un design project. C'était un projet créatif. C'était pas un projet entrepreneurial. C'était comme un projet de l'école, sauf que là, c'était en dehors. C'était vraiment ça. En dehors de l'école. C'était vraiment ça. Et donc, la finalité, je réfléchissais pas, il faut qu'on gagne de l'argent. Je réfléchissais, il faut que je fasse la meilleure version de ce truc possible. Avec l'hypothèse que si je fais la meilleure version possible, l'argent, ça suit. Mais loin, vraiment, c'était pas du tout. Ce qui est un truc qui te fait perdre souvent en startup, quoi. Surtout quand c'est super créatif, etc. Ça peut, et clairement, j'ai enculé des mouches. Le mieux a été très largement l'ennemi du bien. Dans le design de l'application, moi, très naïvement, j'adore itérer. J'ai fait 1 milliard de versions. Sauf que moi, je savais pas que quand tu dev, quand tu codes version 17. Mais clairement, mais je savais pas que quand tu dev, en fait, quand tu codes, ça y est, c'est hardwired. Ouais. Tu changes d'esthétique, tu dois recoder. Tu n'as pas une version préalable que tu peux. Bref, on a perdu un peu de temps, on a brûlé un peu d'argent, mais cependant, c'était riche en expérience parce que tu te bonifies, tu apprends à travailler avec des gens, tu travailles avec des devs, tu manages des gens. Ensuite, on rentre dans le monde, tu as des alternants, les stagiaires, etc. Et en fait, tu as beaucoup leverage les alternants, ouais, etc. Vraiment. En fait, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai réussi à trouver des gens qui sont réellement des êtres humains exceptionnels. Donc, humainement, il y avait ce truc où c'est des gens que je trouvais cool. En tout cas, pour ceux avec qui ça a duré. Et quand j'avais pas le sentiment que humainement ça matchait, je mettais fin très rapidement. Et bon, ça, c'est tout un sujet, on n'a pas vraiment le temps, mais on peut parler de... C'est une aventure humaine de ouf, qui débouche derrière sur un produit que tu mets sur le marché, quoi. Ouais, avec une excitation de ouf. Moi, je me rappelle, tu étais là, mec, il me reste encore 2 semaines avant d'avoir une build qui valait. Toi, c'est combien? Moi, c'est 5 semaines, machin. On va y arriver. Oui, on va y arriver. 18 semaines plus tard. Déjà, tu toujours rien. Dans l'architecture, il y a toujours des bugs, il y a toujours des trucs qui vont dans pas. l'architecture, le concept du bug n'existe pas. Il y a un bug, ton truc, il s'effondre.
Ouais. Tu vois, genre, c'est impensable. J'ai découvert le bug. J'ai découvert tellement de trucs. En fait, ce qui est marrant avec monter une startup, c'est que, cool, tu as un projet, génial. Tu vas découvrir les avocats, tu vas découvrir les notaires, tu vas découvrir la compta, tu n'aimes pas les chiffres. Cool, tu vas adorer. Tous les matins, Mais t'as un nouveau c'est métier. dingue, tous les matins, En fait, tous les matins, tu en fais c'est une nouvelle vraiment veste, ça. Il y a- et tu as genre 24 vestes différentes que tu dois jongler, quoi. Tu fais ça, tu dois trouver des invests, tu dois network, tu dois éventuellement peut-être dormir un peu. Tu dois assez bien te nourrir au moins pour rester en vie avoir professionnelle. ton cerveau qui continue de tourner. Je peux pas vous dire le nombre de fois qu'on m'a demandé, supplié, genre averti qu'il fallait que je bosse moins. C'est-à-dire le refrain, les 3 premières années à Station F, Guilty. ouais, les 3 premières années à Station F, les gens passaient par mon desk pour me dire: «Mais mec, juste va dormir, rentre chez toi». J'ai été hospitalisé 2 fois. Ah, ça, je savais Mon pas. corps a lâché. Et il y a vraiment ce truc où, il y avait en fait, quand j'avais eu l'idée, il y avait je voulais faire quelque chose de dur. Je voulais faire quelque chose où Tu j'allais voulais te dépasser quand même. ouais, c'est ça. Et en fait, dans le principe de monter une startup, il y a pas de limite. Tu peux juste continuer à te pousser jusqu'à ce que soit tu réalises que c'est pas valable et c'est pas la meilleure manière de bosser, soit il y a quelque chose qui lâche ton corps, ton Qui whatever. fait ou juste tu C'est ça. cut. Bref, on reste pas sur ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré bosser comme ça jusqu'au moment où il y a eu un blanc. Il y a un blanc parce que il y avait, en fait, il y a eu SVB. Et donc, Ah oui, la faillite de ouais, c'est ça. Donc, bon, pour donner le contexte, il y a une banque à San Silicon Valley Francisco. Bank. Je m'en Voilà. rappelle, je m'en rappelle. Toi, t'as eu un sujet là-dessus aussi, d'ailleurs, un petit peu. Rapide, mais t'as pu tout fixer. Bon, t'as eu un sujet un peu, non? Ah non, avec SVB? Ouais. Non, non, non. Non, t'étais pas exposé un peu? Non, non, je t'ai pas exposé. En fait- Enfin, je t'ai pas exposé, mais vu que SVB sont entrés des liquidations dans d'autres par banques. ricochet, je veux dire. Par ricochet, s'il est exposé un petit peu, ouais. Ouais, Mais c'est ça va, c'était pas. En fait, ce qui s'est passé pour nous, et là, je saute pas mal de chapitres, je saute le lancement de test, je saute énormément de Donc, choses. vous Vous avez- avez pas le temps. vas-y, on le fait en 2 secondes. Vous avez lancé. En il y a eu- En fait, en 2 secondes, Il nous reste 10 minutes, donc vas-y, Ah, saute. dis-donc, je vais. En fait, C'est pas grave, quand on est en entrepreneur, on a l'esprit de synthèse. je te jure. On sait faire du 30 secondes. En fait, pour faire très très simple, c'est que on bosse énormément, on retravaille, affine le contact. Tu dis on, c'était qui on? C'est bon, Avec son équipe. Ah, mais non, justement, je demande. c'est mon équipe, toutes les voix dans ma tête, le vacarme permanent et continu. Et on arrive. Tes parents, ils ont raison. Non, c'est pas du tout ça. Your grandpa was right. Mon grand-père, attends, pause. Parce que mon grand-père, le pauvre, le jour où je suis revenu de Los Angeles en disant à Dude, je suis astrologue. Mais tu peux pas imaginer. C'était violent. Mais Donc, du coup, voilà, vous itérez, jusqu'à arriver à juste qu'enfin on peut mettre sur le marché. Tu arrives à un moment où tu peux faire un lancement d'une bêta. Et en fait, le lancement de la bêta s'est passé. Alors attendez, précisons. Il nous restait 3 mois de runway. Et Je me rappelle de ouais, ce moment-là. c'était tellement intense. Il nous J'étais restait encore à 3 la station F avec il nous toi. restait 3 mois de runway. Et en fait, on a fait un pari. Le pari, c'était, on a une version de cette appli, on doit la tester sur le marché. Si elle marche pas, c'est que on n'a pas réussi notre coup. La faillite est entièrement valable. Mais pour qu'elle marche, il faut qu'on dépense de l'argent pour faire du marketing. Donc, on est obligé de griller dans notre runway. Et si on voit qu'elle marche, on va pouvoir lever derrière. Mais c'est un peu quitte ou double. C'était quitte au double. Et donc, on commence à dépenser un peu. On fait ce petit lancement test. Et les chiffres sont incroyables. Mais genre, choquamment. Genre, Oui, parce que t'avais on dira pas les chiffres précisément, mais je sais que tu avais un coût d'acquisition qui était impressionnant. Sidérant, Ouais. genre effrayant. Et en fait. Mais de par le fait que la Gen Z, en fait, t'a poussé de ouf. Quoi. Ouais, mais aussi, on avait tellement bossé sur nos réseaux, sur nos contenus. En fait, on avait fait pas mal de choses pas trop mal. Et finalement, on nous voyait dans. Alors, pour le coup, j'ai pas compris. Pour le coup, pour acquérir un user, c'était faible ou c'était très faible. C'était très faible. Exact, c'était largement plus faible. C'était un cost très très bas pour cette verticale du marché. C'était 4 fois moins. Dating, consumer, machin. C'était 4 fois moins que ce que tu vois classiquement sur le marché. Donc, choquamment. D'accord. Ouais. En tout cas, très intriguant, disons ça. Disons plutôt que c'était très intriguant. Et en fait, il nous restait très très peu de sous. Et donc, on a arrêté le lancement test parce qu'on pouvait plus brûler. Et on rentre dans une optique de levée.
Et le crash de la Silicon Valley Bank, qui, précisons-le, est au cœur de San Francisco, donc au cœur de l'écosystème tech. Oui, toutes les startups, toutes les grosses startups avaient Tout le leur monde. argent là-bas. Mais les fonds aussi, ça les a impactés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence notre roadshow, on commence à parler à des invests. Mon premier rendez-vous, il tombe 2 semaines après le crash de cette banque. Et tous mes rendez-vous sont arrivés après le crash de cette banque. Et donc, C'était 2022, non? C'est ça? C'était pas Ouais, genre c'était- septembre 2022, un truc comme non, ça? c'était mars. C'est arrivé mars-avril de l'année dernière. Et non, Ah. il y a 2 ans. Enfin bref. Ouais, Ouais, je crois que pour moi, 2022. c'est septembre De- 2022. Il y a 2 2022, ans. 2022. Non, pas septembre, mars-avril, je m'en souviens très Ah, clairement. d'accord. Donc, c'est un peu Et avant et en fait, tous les investisseurs à qui on a parlé, sans exception, c'est comme s'ils avaient tous un script qui se sont partagés. On fait pas de deal, on est en train de monitorer la situation, on sait pas ce qui va se passer. on cut. Surtout qu'à l'époque, on pensait que ça pouvait faire un effet boule de neige. Il y a Crédit Suisse qui avait été impacté. Tout le monde avait peur, en fait. Et puisque ce truc s'est arrivé en mars, avril, mai, il y a pas eu de deal pendant juin, juillet. Ouais, Arrive août. c'était l'hiver nucléaire. Arrive août, tout le monde était en vacances. Et donc, en fait, il n'y avait pas moyen de faire des deals jusqu'à septembre. Donc, on a passé 6 mois. On a survécu parce qu'on s'est serré la ceinture encore plus, on a gratté, etc. Mais il y avait un creux. On pouvait pas trop bosser sur l'app. Tout ce qu'on pouvait faire. T'avais des très bons chiffres, mais du coup, t'avais pas de C'était- gasoline dans la c'était voiture tellement dur. pour Ouais, avancer. ouais. Ouais. C'était tellement dur. Mais en fait, c'est ce moment qui a été un tournant pour moi à titre personnel parce que je me retrouvais avec des journées qui étaient moins busy que d'habitude parce que mécaniquement, j'avais pas de moves. J'avais pas assez d'argent pour dev. Je pouvais rien faire d'autre. Oui, puis t'avais ton produit qui était là de toute C'est ça. façon. Donc, il fallait juste attendre que la vague du marché passe, quoi. C'est ça. Mais bon, heureusement, il semblerait que ça ait été le cas. Mais c'est ce moment-là où j'ai fait un pivot et à titre personnel, un pivot humain. Et j'ai décidé que, enfin, d'abord, j'étais satisfait, peut-être pas psychologiquement, mais en tout cas, j'avais eu un sentiment de l'intensité que je voulais expérimenter, je l'ai sorti de mon système, je l'ai vécu. Et je suis rentré dans un Les truc. 3 ans là, Ouais, c'est ça. à dormir. Ouais, précisons un truc. Pendant ces 3 ans, j'ai pris 4 jours de vacances. Donc j'ai bossé tous les week-ends, j'ai pris 4 jours de et vacances. encore ces vacances. Ouais, enfin voilà. Et j'étais horizontal pendant une semaine et demie parce que j'ai eu le Covid. Tu vois, mais donc j'ai bossé littéralement tous les jours pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et à ce moment-là, en fait, je me souviens, c'était cet été-là, après, où il se passait pas grand-chose. J'ai commencé à quitter le bureau alors qu'il faisait encore jour. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, j'étais sidéré. Tu devais être J'étais fou. sidéré. Tu devais être fou. Bah, en fait, déjà, tu rentres chez toi. Putain, mais la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait de la lumière et il y avait des gens dans le métro, déjà. Et genre, je me disais, ah fuck, c'est rush C'est hour. vrai que le métro à la base, c'est Mais vraiment, tu vois. Et surtout, en fait, j'arrivais chez moi et genre, j'avais rien à foutre parce que je m'étais fait des potes, mais tous mes potes étaient dans notre écosystème, et c'était des potes de boulot. J'avais pas vraiment créé une vie à part. T'avais plus de life, quoi, J'avais d'une pas certaine manière. Enfin, C'est ça. même moi, à l'époque, je me rappelle très Non, bien. vraiment, clairement. No life, on rentrait, on repartait, on revenait. C'est- Et dès que tu sortais du truc, en fait, vu que tu donnes pas de nouvelles aux gens normaux, Qui t'en veulent, parce que. parce qu'ils comprennent pas. Personne comprend pourquoi tu bosses ils peuvent autant. conceptualiser, mais ils peuvent pas Ouais, vouloir. mais personne comprend pourquoi on bosse autant. C'est Donc ils ça. se disent, il a craqué, machin. Enfin, en tout cas, les potes que j'avais, c'était soit dans l'enceinte de Session F, soit au street workout. Et c'était contextuel. Et donc, Et c'était le street workout. non, c'est pas le même. Non, c'était celui de Bercy, D'accord, parce que juste à côté de Station F. Ok, ok. Et donc, en fait, on peut terminer sur ça parce qu'on doit arrêter, mais c'est à ce moment-là, en fait, que la partie 2.0 a commencé. Et donc, pour optimiser le projet, il a fallu que je m'optimise moi. J'ai commencé à dormir, j'ai commencé à bien manger, j'ai commencé à équilibrer la vie et tout. Plus Et healthy, ouais. Et donc, ça aurait Et été t'as vu un shift ou pas? énorme. Ouais. Incroyable. Je regrette pas du tout d'avoir bossé les 3 premières années comme je l'ai fait parce que c'était passionnant, satisfaisant et je pense qu'on n'aurait jamais pu accomplir ce qu'on a accompli sans le faire comme ça. Ensuite, Mais surtout au début, en fait. Je pense qu'au début, il faut eat tout. shit, comme on dit, quoi. Tout. Et on en parlait dans le podcast Non, précédent, en fait, Remote non, avec non, David. c'est même justement. pas ça. Ce que je dirais, c'est que dans les premières années, dépendamment du projet, mais en tout cas pour le nôtre, toute question était une question de vie ou de mort. C'était toujours existentiel. Ouais. Tu te loupes sur un... Je te donne un exemple. Tu te loupes sur un investor call qui se passe mal et l'investisseur ne rentre pas, ben, la boîte peut crever. Tu te loupes sur une décision... Enfin, toutes les décisions étaient tellement importantes que finalement, tu es en hyper-focus et tu as peur de lever le pied parce que tu T'es en culpabilises. hyperactivité permanente. En fait, tu culpabilises de ne pas bosser et surtout, tu as peur
de ne pas être sharp. Genre, tu vas du principe que il vaut mieux que le couteau soit aiguisé en permanence. Parce que ce Que si faisant, jamais, par parce que malheur, un jour, imagine- tu serais pas imagine hyper que le jour- réveillé, etc. c'est ça. Imagine que le jour où- l'impact, il c'est ça. ripple sur 3 semaines. Imagine que le jour où tu as décidé tu as envie de bosser un peu moins, ou tu as envie d'aller au ciné, ou tu as envie de trucs machin, c'est ce jour-là où tu n'as pas été assez bon et tu te Et loupes puis, sur hop, un truc. et en fait, c'est une erreur qui va C'est ça, se qui répercuter ricochet. comme un ricochet sur C'est les ça. 3 semaines d'après ou les 3 mois d'après. C'est ça. Donc, on est obligé de terminer le podcast là, mais le mot de la fin, c'est Mais on va être obligé de faire une partout là, parce Ouais, que bah, en les fait, gens vont être fous là. Je- Même je- moi, j'ai envie de savoir la En suite. fait, je pense aussi parce qu'en vrai, on a eu de 2013 jusqu'à 2022, il reste 2022 jusqu'à 2024. Bah oui, Ouais. mais les meilleures années. c'est de ma faute. On invite des gens exceptionnels aussi. Oh, Je peux rien. Il y a trop de choses. Ils ont trop de choses à raconter, ces gens-là. En tout cas, Il leur faut un film de 1h40. Quoi. c'est Un Netflix special. en tout cas ce que je dirais, c'est agréable de discuter avec vous. Voilà, c'est tout le mérite vous revient, mais je pense que le grand learning de ces années-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui démarre l'entrepreneuriat. Je pense que le seul réel bon conseil qu'on puisse donner, qui s'appliquerait à tout le monde, c'est apprends à fonctionner de la manière la plus optimale par rapport à qui tu es. Pour certaines personnes, ça veut dire il faut faire la fête. Pour certaines personnes, ça veut dire il faut avoir une vie sociale. Pour certaines personnes, c'est le sport, l'alimentation, whatever. Mais c'est un sprint et un marathon en même temps. C'est un marathon en C'est sprint. Marais Sprint. C'est ça. Et donc, il faut que tu puisses être fonctionnel de manière pérenne. Bah, c'est magnifique. Bah, je Ouais, sais même pas c'est- quoi ajouter. C'était bien dit, c'était très bien dit. J'aurais pas de mot de la fin. Quoique moi, je suis plutôt partisan que tout le monde devrait faire du sport, devrait manger sainement, bien dormir, etc. Mais Ouais. bon, Come to the startup world, my friend. mais bon, ce que tu promeus, si tout le monde le faisait, et je pense que la plupart des startups pourraient arriver au résultat final 2 fois plus vite, sûrement. Who knows? Surtout pour les gens. je sais pas, je peux pas l'évaluer, mais Surtout pour les first Mais founders. ce que je sais, c'est que si on a beaucoup qui burn out, c'est parce qu'ils dorment mal, c'est parce qu'ils mangent mal, c'est parce que pour le soleil, ils s'exposent pas assez. Donc, j'en parle à chaque podcast, je sais. Ouais, mais Et en bref. c'est essentiel. Mais c'est ce que Al a appris dans sa Mais, deuxième partie et on fera du coup. Est-ce que vous mais pouvez faire, effectivement, je pense qu'on va devoir faire une deuxième partie. ouais, parce que moi, je suis trop intrigué. Je connais des morceaux de la deuxième partie, mais j'ai quand même envie de le ressavoir, quoi. Bah, avec plaisir. Bah écoutez, en tout cas, on est hyper content que vous ayez suivi c'est quasiment une interview là pour le coup, ce portrait de Al. On vous promet qu'on vous fera une deuxième partie avec plein d'éléments croustillants parce que Al là, il vous le dit pas, mais il est en train de charbonner comme un malade pour pouvoir tout faire exploser. Écoutez, ce sera le mot de la fin. On se retrouve la prochaine fois.